Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Vous avez cru qu'on vous avait laissé tomber ? Ça fait 2 ans que Dinguerie Room est né. On a passé des heures à rencontrer, retrouver, mais surtout discuter avec des artistes incroyables qui sont tous follement amoureux de la scène et d'un métier aussi dingue que passionnant. On a ri, on a beaucoup appris, on a même pleuré. Ce premier épisode de la rentrée, je vous l'annonce, ce sera aussi le dernier. Et pour marquer le coup, je me suis à mon tour prêtée au jeu d'être l'invitée. Découvrez maintenant celui qui m'a fait l'immense plaisir de prendre les rênes de cette dernière Dinguerie Room, Yacine Bellouz. Ah. Le smell. Est-ce que tu reconnais l'odeur ? Le smell. Oh, ce smell. Ça, on est allé dans les détails. Cette fleur d'oranger. C'est la fleur d'oranger d'Amel Chabi. Alors attends, je me mets comme ça, je te vois bien. Voilà. Oui. Moi, je me mets là. Très Attention, ça enregistre à partir de maintenant. Allez. Alors, Amel Chabi, bienvenue dans ce Dinguerie Room. C'est vrai que pour ce dernier opus de la saison, on cherchait quand même un invité particulier. On s'est dit, qui on pourrait inviter de spécial ? Moi, Yacine Bellouz, en tant qu'animateur de ce dernier Dinguerie Room, j'ai tout de suite pensé à Amel Chabi. Évidemment, je me suis dit, tiens, s'il y a bien quelqu'un qu'on a envie d'entendre dans ce dernier Dinguerie Room, apprendre un peu plus sur elle, sa vie, son parcours, ses espoirs, ses défaites, ses victoires, ses beautés, ses peines, eh ben, c'est Amel Chabi. Merci Yacine Bellouz de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là. C'est très chelou pour moi d'être de l'autre côté. Ça fait très bizarre. C'est bizarre en termes de repères. Mais vraiment, je suis contente et je pense que t'es vraiment la personne avec qui, en tout cas, j'ai envie d'être à cette place-là. Je pense que j'aurais laissé personne d'autre me faire ma Dinguerie Room. C'est trop d'honneur. Non, franchement, j'étais trop content. Donc, pour expliquer un peu aux écoutants, je sais pas si vous dites écoutants, auditeurs, personnes avec des oreilles. Personne avec des oreilles. Mais pour expliquer aux personnes avec des oreilles, qu'on peut appeler aussi des auditeurs. Oui. À la fin de cette saison-là, Dinguerie Room va s'arrêter. Oui. Donc, c'était le dernier épisode. Et après quelques réflexions, tu as décidé que peut-être ce serait sympa que tu sois invité. Et tu m'as sélectionné en tant que, on va dire, Amel de remplacement qui va parler à une autre Amel, qui est toi-même. Là, tu es la Amel invitée. C'est ça. Donc, tu sais pas du tout ce qui va se passer. Non, moi, j'ai travaillé avec toute ton équipe. Ouais. On a bossé ensemble. Ouais. On a préparé cette émission. Et comme j'étais le premier invité de Dinguerie Room, merci d'ailleurs encore, parce que c'était super, bonne expérience, eh ben, je vais être le dernier, mais c'est moi qui vais te poser les questions. Ok, c'est génial, le fait que t'aies été le premier et que tu sois le dernier, je trouve ça ouf. La boucle est bouclée. Ouais, je trouve ça trop bien. Donc déjà, c'est stylé. Déjà, équipe de folie. T'as une équipe incroyable. Dingue. Mais fou. Dingue. Clémence, incroyable. Je me sens plus intelligent aujourd'hui que je l'étais avant de rencontrer Clémence. C'est un truc de ouf ou pas ? Elle a augmenté à la fois l'estime que j'avais de moi-même et on va en parler au fur et à mesure. Elle est là dans la pièce. Elle est juste à côté, ouais. Elle est pas loin. Ouais. Elle gère tout. Elle gère les choses. Clémence Friès, c'est un délire. C'est une vraie rencontre pour moi. Absolument. Donc, moi, j'ai kiffé être Amel Chabi. On a mis l'odeur que t'aimes bien. Oui, pour t'accueillir. Ça, ouais. Voilà. Là, on est au Maroc. C'est l'odeur de la fleur d'oranger. Exactement, clairement. C'est ce que tu aimes. L'important pour nous, c'était aussi de te préparer quelques petites questions. Okay. Mais en vrai, de vrai, ça va être une conversation juste entre toi et moi. Parce Absolument. que moi, en fait, je te connais pas tant que ça. En vrai, j'ai saisi l'opportunité de te connaître mieux. Oui. Première question, Amel Chabi. Déjà, comment ça va ? Écoute, ça va pas mal. Figure-toi que c'est une belle journée. Ouais. C'est vraiment une belle journée parce que je viens d'avoir un vélo depuis ce matin. Tu l'as depuis ce matin ? Je l'ai depuis ce matin. Ouais, parce qu'on t'a vu arriver tout à l'heure en vélo. Ouais. Et un vélo pliable, s'il vous plaît. Absolument. Un vélo pliable. Et je comprends que ça va changer ma vie. Ah, mais pourquoi ? Parce que moi, ça m'intéresse si peu. Pourquoi ça va changer ta vie ? Parce que je suis une meuf de Paname, du centre de Paname. Ah oui. Ok ? Une stand-upeuse qui bouge, qui n'arrête pas de bouger, qui fait aussi beaucoup de plateaux. Ce vélo-là va me changer la life. Parce que je ne supporte plus le métro. Je suis devenue métrophobe, ça m'a saoulée. Ouais. Et je sens, depuis ce matin, tout va plus vite dans ma vie et tout est doux avec ce vélo. Faut expliquer, Paris, c'est la ville la plus dense de France, je pense. C'est vraiment, il y a du monde partout, les gens sont les uns collés aux autres. Et le vélo, peut-être que ça t'apporte une forme de liberté, en fait.
C'est ça. Et aussi une forme d'intimité, parce que tu es toute seule sur ton engin, il n'y a personne qui te colle, il n'y a pas un mec qui va te pousser dans le métro. Ouais. Ahmed Chabi, Ahmed Chabi JCC Très fort comme ça d'entromé d'un coup. Voilà. Je crois que je suis la seule à porter un masque dans le métro encore. Il n'y a plus personne porte de masque, sauf Wham. Ouais. Tout le monde dit c'est le faux, elle veut se protéger du Covid. Bah, on comprend. Je veux juste me protéger de Ahmed Chabi. Vraiment. Mais en plus, c'est mignon, mais c'est fort dans l'oreille. Ouais, c'est fort. C'est fort dans l'oreille. C'est insupportable. Et le fait de parler du centre de Paris, quand tu dis je suis une meuf du centre, donc là tu t'es clip de rap quoi. Je suis du centre de Paris, non, voilà, moi c'est Paris. Moi je veux que tu me parles plus de ça parce que ça m'intéresse pour de vrai. Voilà, je suis née au centre de Paris. Mais est-ce que tu peux dire où au centre de Paris? Au centre. Parce que comme ça c'est où t'as passé ton enfance en fait. Alors j'ai passé mon enfance rue Saint-Denis, je suis née rue Saint-Denis et ensuite rue Montmartre, donc dans le centre. Tu vois. Rue Saint-Denis qui a maintenant une réputation à la fois de fête, à la fois de comédie club, mais à un moment donné, de prostitution. Et surtout avant. Surtout les prostitutes, c'était connu. Les prostitutes de rue Saint-Denis. Absolument. Donc, est-ce que toi, tu as grandi dans cette atmosphère, si tu veux, un peu des faubourgs? C'est-à-dire que tu sors dehors, tu vois des adultes, des bars, des gens qui boivent et tout. L'aspect un peu très, très vivant de Paris. C'était moins dense qu'aujourd'hui, pardon. Ouais. Avant, c'était moins dense parce que là, il y a beaucoup de bars et il y a beaucoup de gens qui prennent, et il y a des verres et beaucoup de monde. Tout le monde est les uns sur les autres, mais on va dire que c'est pas mal famé. C'est-à-dire que ça fait pas peur comme ambiance, la rue Saint-Denis. Non, au contraire. Ça fait un peu touristique. C'est vrai qu'il y a un côté un peu grivois, c'est dans plein de chansons, la rue Saint-Denis et tout. Mais il y a surtout un côté un peu bobo maintenant. C'est vraiment les bars, une petite bière à 9 €. Ouais. Ça discute, ça guédera, c'est bonne ambiance, c'est en bande de potes. Sauf qu'avant, il n'y avait pas ça. Et là, il y a de moins en moins de prostituées parce qu'il y a trop de monde. C'est compliqué. Ça s'est gentrifié aussi. Et les prostituées que j'ai connues, en tout cas, quand j'avais 5 ans, 6 ans, quand t'étais petite, que tu te baladais, ouais. C'était des bombes. Ah! Mais des bombes atomiques. Déjà, beaucoup de babtou. Oui. Là, il y a beaucoup de une immigration de Chinois. Oui, bien sûr. Il y a plein de filles, j'ai vu ça dans un documentaire à la télé, qui viennent de partout en Europe, qui viennent des fois d'Afrique, qui viennent d'autres pays, d'autres continents. Là, c'était vraiment très franco-français. Franco-français. Ouais. Des blondes, mais tellement sexy, avec des manteaux en fourrure, en vison. Les meufs, elles venaient en Porsche. Au travail. En Porsche au travail? En Porsche au travail. Porte, jartel, poum, et une manière de parler vraiment bonjour, au revoir, tu sais. Comment allez-vous aujourd'hui? Du vouvoiement. Ça te fascinait, cette manière-là? Ça me fascinait, mais moi, je ne sais pas que c'est des tympes. Tu vois? C'est ça que j'allais te poser. Elle te faisait pas peur? C'était des dames, en fait. C'était des dames élégantes. Sont incroyables. Sauf qu'à mon avis, les gens de ta famille te disaient t'approches pas trop de ces dames élégantes parce que tu restes avec nous. Oui. D'accord? Et le truc, c'est que personne ne jugeait personne. Ma mère avait son voile, elle avait un petit voile de mousseline, mais un petit voile mignon comme ça. Et il y en avait une qui s'appelait Rose en bas de chez moi. Elle disait bonjour Rose, bonjour Madame Chabi, vous allez bien? Oui, ça va. Beaucoup de politesse, de tolérance et de non-jugement. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre ça. C'était incroyable. Donc c'est pour ça que dans mes sketchs, dans mes films, dans mon art, il y a ce respect de la prostituée parce que je l'ai toujours respectée et toujours admirée dans son élégance, dans sa classe. Et elles sont incroyables, elles sont gentilles, elles vont vers l'autre. C'est des femmes assez exceptionnelles. C'est des femmes très fortes. Très fortes. Et sinon, tu as eu des exemples de femmes très pudiques, comme tu parlais de ta maman, qui apparemment, de ce que tu en parles, a l'air pudique. Et une autre forme de pudeur, c'est travailler dans la rue, être une prostituée. Il faut avoir une sorte de vernis, un calque, qui peut permettre de cacher le côté sombre, des fois, de ce travail-là, qui peut être pas facile. Et ces deux femmes-là ont été un peu, pour toi, des inspirations. Mais oui, ces deux extrêmes, finalement. Et je me suis dit, mais en fait, puisqu'elles se parlaient, tu vois, ma mère, elle disait pas, oulala, il faut pas parler à Madame Rose ni rien, attention, jamais. Toujours, au contraire, elle disait, tu dis toujours bonjour, toujours. La politesse. Elles se sont comprises. Comprises et pas jugées, encore une fois. Elles se sont respectées en tant que personne. Absolument. En tant que personne. On a un premier petit cadeau pour toi, alors.
Potiquet, c'est c'est dans le thème de ce qu'on aborde. Très bien. Voilà. Donc, c'est un cadre. Alors, tu sais quoi, moi, je pensais au cadre que je pouvais m'offrir toute la nuit. Ouais. J'ai pas trouvé. Je me suis dit, ils vont galérer, ils vont pas trouver. C'est tellement dur de m'offrir des choses. On a Clémence. Clémence, c'est vraiment... C'est un délire. C'est un détective. Hein. C'est un détective. Ouais. C'est une intelligence. C'est... Ouais. Je sais pas. C'est incroyable. Je sais pas comment elle fait. Ah ouais. Donc... Ouais. Ok, donc c'est un cadre avec... Wow. Amazing. C'est un cadre avec une très jolie photo en noir et blanc des années 60. Donc avec une Cadillac garée devant un hôtel et 3, je pense que c'est des prostituées de la rue Saint-Denis. C'est rue Saint-Denis. C'est rue Saint-Denis avec leurs vêtements des années 60, leur coiffure des années 60. Mais c'est une dinguerie. Et c'est vraiment donc rue Saint-Denis et c'est trop mignon. Et donc ça, c'était pour te faire un souvenir, si tu veux, pour les débuts d'Amel. Parce que ton histoire, elle est particulière. Grandir dans le centre de Paris à cette époque-là, c'est tellement mélangé, c'est tellement métissé en termes d'origine et aussi en termes social, qu'en fait, je pense que ça t'a donné des codes que tu as gardés toute ta vie. Et là, tu parlais de la tolérance que tu avais envers les travailleuses du sexe que tu voyais en bas de chez toi, qui a continué. Mais à partir de là, t'as été où à l'école? Quelles sont les autres personnes que t'as rencontrées plus tard? Parce que moi, c'est cette Amel-là que je connais pas. Écoute, je suis restée dans le quartier. Je suis allée à la maternelle rue Montmartre. C'est stylé rigolo. de dire j'étais à la maternelle rue Montmartre. Je suis allée primaire et collège rue de la Jussienne. Ok. Une rue parallèle à la rue Montmartre, vers le Tambour, tout ça, je ne sais pas si tu connais tout ça. Mais si, je vois très bien le Tambour. Voilà, mais le Tambour, c'est un café, pour ceux qui ne savent pas, où les gens font la fête et ils ferment jamais 24 quasiment. heures sur 24. Et donc, en fait, quand les gens sortent de boîtes de nuit, ou alors ils ont été voir des spectacles, ou ils ont mangé très très tard, ils finissent toujours au Tambour, mais tout le monde est toujours sous à 4 heures du matin au Tambour. Absolument, parce que c'est le repère des fêtards ou les repères des gens qui ne savent pas, qui traînaient dans Paris, comme les banlieusards qui ratent leur train ou ce genre de choses. Ce qui m'est arrivé des tas de fois. Et les banlieusards cherchent le café qui sera ouvert 24 heures sur 24. Pour choper un café, un coca ou un truc, il y en a quasiment pas. Ouais. Et pas loin de Châtelet, du RER où vous rentrez chez vous. Exactement. Tu vois la distance que j'ai mis. Vous rentrez chez vous, les banlieusards. Moi, je suis une Parisienne. Il y en a tellement pas beaucoup des vrais Parisiens ou Parisiennes du centre de Paris. Je sais pas si t'en connais. Moi, Yacine. Je connais que toi. Tu vois, je connais que toi parce que d'ailleurs, il y a une blague sur Paris, c'est que beaucoup de gens pensent que on dit les Parisiens, vous êtes hautains, vous êtes prétentieux, tout ce que tu veux, vous êtes snob, vous jugez le reste de la France. Mais il faut comprendre que 80% des Parisiens, c'est des gens de province qui sont arrivés à Paris il y a moins de 5 ans et donc ils se la racontent. C'est juste des gens, ils se la racontent. Ils sont montés à la capitale. Donc, il faut être déjà un peu arrogant pour se dire moi, j'ai rien à faire à Saint-Malo. Moi, il faut que j'aille là où il y a le gouvernement. C'est déjà quelqu'un de prétentieux. J'ai souvent des conversations avec des taxis sur le mois d'août à Paris, où on parle des Parisiens. Le mois d'août à Paris, c'est mon mois préféré parce que tout le monde part en vacances. Et il y a énormément de vieux bars qui restent ouverts. Et beaucoup des restaurants, cafés chics, trucs sympas, genre un peu à la mode, ça, ils ferment parce qu'ils partent en vacances. Et c'est là que tu retrouves l'atmosphère populaire de pauvres. Ouais. Parce qu'il y a un truc aussi social, c'est que Paris, c'est pas que des blindés. Non. Je sais qu'on a l'air de croire que Paris, c'est une ville très chère, etc. Je comprends, mais je pense que toi, tu as connu un Paris très populaire, très populaire, humble. Ouais, c'est ça qu'il faut rappeler, parce que tu me parlais du Marais aussi. Oui, parce qu'ensuite au lycée, je suis allée à Sophie Germain, c'est un lycée dans le Marais, et il faut savoir que je viens d'une famille pauvre. Allez, dis les mots, on dit les termes. J'allais dire modeste, pas du tout modeste. C'est la Hesse. C'est une grande Hesse, Absolument. Une grande Hesse. Donc, j'ai cette famille, mais avec beaucoup d'amour et tout, mais la Hesse. Oui. Et je suis dans des quartiers quand même bourgeois, et je suis dans le Marais, au lycée. Donc, d'où cette personnalité un peu chelou. C'est ça. Donc, j'apprends à voir les codes très tôt de la bougie sur Tridon très tôt, en fait. J'ai compris que c'était ça, mais genre à 10 ans, je comprends en allant chez mes copines qu'il y a des codes. Mais tu dois les apprendre très vite. Oui. Faut être malin, là. Ouais, en fait, c'est de fait.
Je les vois, puisque, évidemment, dans mes classes, il n'y a pas la Hesse, tu vois. Ah ouais, donc il y a obligatoirement un côté un peu genre caméléon, tu dois te faire passer. Même, je dis la vérité, parce que je les invite aussi chez moi. D'accord. Et elles viennent ? Elles viennent, j'invite pas tout le monde, parce qu'on n'est pas non plus une famille où on invite tout le monde. J'invite ma meilleure amie Raphaël, Margot Motin, qui fait des dessins. Margot Motin. Ouais, Marion Motin aussi. Je les invite à la maison. À nos âges petites, elles captent que c'est plus petit, elles captent que c'est plus Hesse, mais elles s'en foutent, tu vois. Bien sûr. On s'en fout quand on est petit. Et il y a un truc un peu plus rebeuisant qui est tellement chaleureux, tu vois, en termes de nourriture, de gâteaux et de qu'il y a un attrait. Il y a un plaisir attrait, qui il y vient a quelque combler chose. Le côté où tu dis, ça peut être... J'ai le lust de chez nous, il vaut son truc. Il vaut son truc. Et tu te démarques avec d'autres éléments. Il n'y a pas que l'argent qui peut permettre de se faire des amis, quoi. C'est ça. Il y a aussi tout le reste, comment les gens te perçoivent. La chose la plus importante dans la question, c'était de savoir si toi, tu avais ressenti une forme de gêne vis-à-vis des autres à cette époque-là. Est-ce que tu en as nourri une sorte de malaise, ou est-ce que tu as l'impression d'avoir appris 2 identités en même temps ? Je pense que pas en termes de Hesse, ça non. Le fait d'être d'une famille pauvre, non. Le fait d'être arabe, peut-être, d'avoir les cheveux bouclés, et d'être totalement différente physiquement de mes copines qui ont les cheveux raides, c'est plus un physique où peut-être les garçons allaient un peu moins vers moi et plus vers Raphaël, Margot ou bien Antoinette, etc. Incroyable. Tu vois, toutes mes copines. Et c'est peut-être que là, je me dis... Ok, je ressens que peut-être j'ai les cheveux. Je sais pas encore comment mettre les cheveux, tout ça. Ouais, tu vois, comment gérer tout ça. Mais tu déjà, vois. c'est des connards, ces garçons-là. Moi, je les déteste personnellement. Mais ces connards-là, les pauvres, ils savent pas. Bien sûr. Et finalement, tout s'inverse parce qu'après, on devient les grandes bebons. Dès que Jennifer Lopez arrive et qu'on comprend le lisseur, et qu'on comprend. Que la peau caramel, c'est un pouvoir. Quand est-ce que tu as compris le lisseur, s'il te plaît? Quand est-ce que tu as compris le lisseur? Ça, tu comprends tout ça, fin du collège, début lycée. Tu comprends que tu peux être la plus grande bebon de tout le collège, tu vois, ou le lycée. Tu comprends. D'accord. Il y a un truc qui se passe. Ça passe par le fer à repasser, par les lisseurs et essayer de virer le latino un peu. Tu vires un peu latino. Tu vires un peu. Tu bascules dans le latino. Et là, tu dis, ah ouais. Il y a quelque chose à faire. Il y a un power, tu vois. J'ai un boulevard. Ouais. Mais tu te lisses pas les cheveux en ce moment. Enfin, tu t'es un peu affranchi de ça. Oui, très tôt. Ouais. J'ai essayé le pouvoir, le Kamehameha, tu vois. J'ai dit, ok. Et il marche, ce Kamehameha? Il marche, mais il attirait finalement pas des gens... Je me disais, ok, j'ai un pouvoir, mais tous ces gens qui viennent vers moi, ils m'intéressent pas trop. D'accord. Remettons les cheveux bouclés, peut-être. Ouais. Tu vois ? D'accord, ouais, je comprends. Et le côté cheveux bouclés et le fait d'être rebeu, d'être différente, est-ce que tu t'es sentie fétichisée à un moment donné par les gens en mode ah c'est super, c'est notre copine exotique, ou est-ce que tu t'es sentie acceptée dans ce Paris hyper central? Alors, le fait de pas, peut-être physiquement, de ne pas être dans les codes, c'est là où l'humour vient, à mon avis, tu vois. C'est là où tu dis, OK, bon, je suis pas dans les codes en ce moment, mais je vais être la plus marrante et tout le monde va vouloir traîner avec moi, je pense. Voilà. Et donc, c'est ce qui se passe. Je suis dans le groupe la plus rigolote, la plus solaire, la plus celle qu'ambiance, etc. Et c'est avec quels gens que tu t'entends bien? Parce que moi, par exemple, c'était avec les énormes geeks, ceux qui jouaient aux jeux vidéo, qui aimaient bien les mangas, parce qu'on avait les mêmes passions. Toi, c'est avec quel genre d'amis que tu arrives à nouer des liens? J'essaye, au lycée, collège, j'essaye d'aller vers les gens les plus... finalement un peu en marge. J'allais beaucoup vers deux rebeux au lycée, mais qui étaient gothiques.
Ah, quel plaisir. Et je les vois Je les dans aime un trop. coin, je me dis, oh oui, ça c'est pour WAM. Rebeu gothique, quel plaisir. Rebeu gothique, avec des Nirvana. t-shirts Metallica, les lèvres noires. Bien sûr. Je me dis, c'est quoi ça? Mais Ouais. c'est la vie. Ah, de Pourtant, ouf. j'aime pas le métal et tout, mais je veux voir ces filles-là. Évidemment. Je reste à côté d'elle, elle veut bien me laisser à côté. Alors que moi, j'avais un t-shirt R&B, Alia, avec des vanilles. Enfin, je Il y a un me truc prenais entre pour une les Renoir. Maghrébins et les gothiques. Il y a C'est un truc sur incroyable. lequel on se comprend. Entre les Maghrébins et les métalleux, il y a une fraternité. Il y a un truc bizarre, c'est que je me suis toujours entendu avec les mecs qui kiffent le rock, alors que moi, je suis pas un connaisseur du tout. Mais il y a une sorte de désespoir marrant, Il y a- un désespoir rigolo que beaucoup de Maghrébins ont, parce que des fois, des difficultés les rend désespérés, mais ils s'en amusent, ils rigolent en disant « vas-y, on s'en fout, on rigole ». Et pareil chez eux, il y a un respect de l'absurdité de la vie. Tu vois Oui, et peut-être, en tout cas, elles étaient dans des familles hyper tradies. Et j'ai compris qu'elles mettaient leur maquillage et tout, Ouais, pas à la maison. ouais. C'est dans les escaliers. C'est parce que quand je suis allée manger chez ces filles-là, d'un coup, c'était d'autres filles. Je me dis, D'accord, qu'est-ce que ouais. c'est pas Ok. toi, en fait. C'est pas toi. Elle avait la petite gandoura de la Ouais, maison ouais, et ouais. tout. Et je me suis dit, mais putain, mais ça veut dire qu'elle se lève au moins 1 heure avant pour faire tout le eyeliner et tout. Je trouvais ça fascinant. Bah ouais, parce qu'il y avait une prise de liberté. Complètement. Elle prenait un autre chemin à l'extérieur et elle pouvait être un peu différente. Beaucoup d'ados font ça. Hein, tu sais, Beaucoup d'ados font tu ça. sors de chez toi, t'as ton piercing, en fait, tu te l'es fait en secret, tu mets ton petit piercing parce que t'es Tu trop le une ranges. rebelle. Ouais, Waouh, ouais, ouais. la rebelle de ouf. Mais tu veux pas faire de mal à tes parents, Et tu veux ou pas tu les veux pas te rendre faire tristes. éclater aussi. Oui, exactement. Donc, les deux. Les deux Tu veux pas que tes parents se fassent mal quand ils t'éclatent, aussi. qu'ils se cassent le poing. Ce serait Ce serait pénible. dommage. Et il y a pas longtemps, j'ai vu un film qui a eu beaucoup de prix qui s'appelle Les filles d'Olpha, d'une réalisatrice tunisienne vraiment très talentueuse. C'est un film d'auteur, tu vois, mais incroyable. Donc des filles qui étaient aussi dans le métal, une des filles qui était dans le métal. Et au bout du bout, elle voulait tellement s'affirmer, se chercher, elle s'est fait un peu éclater parce qu'elle était là-dedans. Elle est partie en Syrie quand même, Ah, waouh. tu vois. Comment te dire, quand tu cherches les extrêmes, Exactement. n'importe où, Ouais, que ce ouais. soit dans le métal ou... Non, je et ça m'a fait un peu chelou, tu vois, de voir ce film. Et c'est un film hallucinant, vraiment hyper bien. Mais parce qu'à cette époque-là, tu te cherches. C'est ça. Et comme tu te cherches, t'essayes de faire des connaissances, des amitiés qui vont peut-être t'inspirer, t'aider. Quand t'es petite, tu vois un monde un peu, on va dire, un peu zarbi, quoi. Enfin, c'est un peu étrange, la rue Saint-Denis. Tu grandis avec des gens qui sont différents de toi. Ouais. T'essayes de bâtir des ponts. Tu te fais des copines qui sont un peu différentes elles aussi. Et comment t'arrives à trouver l'identité que, on va dire, t'avais au début de notre rencontre en 2006 à l'époque du Jamel Comedy Club? Parce que là, moi, j'ai rencontré une Amel adulte qui avait déjà quand même fait pas mal de projets, qui avait travaillé, etc. Mais pour moi, t'étais déjà un peu moulée, t'étais faite déjà. Ouais. Et comment t'as réussi à prendre toutes ces inspirations-là pour... Je pense que déjà, la rue Saint-Denis, il y a un truc... je suis jamais rentrée dans un sex shop. C'est fou. Parce que quand t'habites rue Saint-Denis, la notion du sexe n'est pas là. Je sais pas si tu Mais non, comprends mais ce que je veux dire. à 100%. Puis c'est chez toi. T'as C'est pas chez moi, besoin d'aller voir ce qui se passe dedans. T'es pas obligé de... Ouais, on s'en fout en fait. On va pas dans le sex shop, ça nous intéresse pas. On nous dit de pas y aller aussi, tu vois. Et puis, c'est pas bien. C'est déjà cool que tout le monde puisse vivre ensemble. Il n'y a pas besoin d'adopter à 100% ce qui se passe dans chacun des bâtiments de ta rue. C'est déjà un bel exemple de vivre ensemble, que des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par les pratiques sexuelles que nécessite le sex shop aillent visiter le truc. Tu peux juste dire bonjour au gars qui tient le truc. C'est Salut, ça. j'espère que Et tu auras puis des nous, clients. à 23h, on dort. Et ben puis après, voilà, on ne sait y a pas. pas de problème. Et après, plus grande, quand tu rentres vers 1h, 2h du matin parce que tu es parti à un anniversaire et tout, tu te sens totalement en sécurité parce que tu connais tout le monde de la rue. Bah oui. Et en fait, il y a ce qu'on appelle les portiers. C'est des gars qui gardent les prostituées. En fait, tu crois que la timpe, elle est seule, Ouais. mais en fait, c'est un job d'étudiant, ça. Oui. Tu vois, c'est tous les gars qui étaient au collège ou au lycée ont pris un petit billet le soir pour garder s'il y avait un problème. Ils étaient dans les escaliers, hop, ils descendent comme des cafards comme ça, ta 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 ta, Ouais. et ils protègent.
Super. Mais il protège elle, mais il protège nous aussi, parce que s'il y a un délire, qu'il y a quelque chose... Bah oui, mais vous connaissez. Mais il y a 15 cums qui peuvent descendre et te tuer, si jamais tu vois. Ouais. C'est la rue la plus safe du monde quand t'habites là-bas, en fait. Et je pense que tout ça m'a appris, en tout cas la rue Saint-Denis, et puis, mais t'es au courant aussi des stories, des trucs un peu inhabituels, des voyous, tu côtoies des gens un peu... qui peuvent être dangereux, mais en les connaissant toi, finalement, ça devient un peu tes voisins. Et entre voisins, on s'entraide, en fait. On s'entraide. Et en plus, il faut que la rue, elle soit quand même sûre pour qu'il y ait des clients. Absolument, pour les prostituées. Donc, tout ça, ça fait que tu avais un climat safe et le monde de la nuit te semblait pas si dangereux. Non. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé vers un peu le spectacle? Est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que ça t'a permis de te construire? Je pense que oui, ça m'a permis d'être caméléon parce que c'est tellement particulier cet univers de passer, comme je te dis, de ma mère qu'à le voile à Madame Rose. T'es obligé d'être hyper caméléon, en fait, d'un coup. Et le milieu du spectacle est arrivé en faisant, en fait, finalement, la rigolote, en étant... En faisant rire tes amis? Oui, tu te dis, il y a peut-être quelque chose. Tu parce t'es que trouvé finalement, un talent? Ouais, tu te dis, t'es en train de taffer quelque chose. Tu taffes cette manière de faire des blagues. Et petit à petit, quand même, je devais aller avoir mon bac, aller jusque faire des études, tu vois, quand même. Et ensuite, j'ai rencontré... en fait, il y a un pote à moi qui s'appelle Julien Chauvard, qui était très pote avec Thomas N'Gijol. Ouais. Et nous sommes allés le voir au Moloko à l'époque. Bah, très bien, je vois très bien. Voilà, et très eux, bien. ils faisaient une fac de sport, STAPS. D'accord. Ils étaient dans la même fac. Ouais. Et donc, je suis allée le voir. Et je me STAPS, suis dit, c'est un mot qui me fait toujours rire. Je suis désolé, STAPS. C'est vraiment l'endroit où t'atterris parce que, en fait, c'est comme si, bon, tu sais compter, non? Tu sais lire, bof, bah, tu sais courir. Bon, vas-y, go, STAPS. STAPS. C'est vraiment plein de mecs qui disaient, je savais pas quoi faire, j'aime bien STAPS. le sport, vas-y, STAPS. Et le mot STAPS, il sonne comme un échec déjà. Tu vois, STAPS, c'est t'as raté, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est comme Schweppes, STAPS. Voilà, et je suis désolé, hein, s'il y a des gens qui ont fait STAPS et qui ont une belle vie, c'est tant mieux terrible, pour vous, mais STAPS. STAPS, ça voulait dire que tu pouvais venir prof de sport, et nos profs de sport, ils avaient des jogging à 35 ans, avec des chronomètres, et ils étaient un peu chelous. Ils fumaient des clopes, et ils étaient un peu bizarres avec le recul. Complètement. C'est des toujours gens une histoire il y a chelou toujours une histoire avec chelou. Une meuf. Voilà, donc eux, c'est mineur. Voilà, donc prof de sport chelou, quoi qu'il. On devrait mettre des gens autour des profs de sport, s'il vous plaît. Et voilà, et STAPS, ça me tue de rire. Oui, c'est pour donc ça que STAPS. Et donc j'ai eu une espèce de révélation. Je me suis dit ah ouais, on peut organiser ce gaulerie-là que depuis des années on fait gratuit finalement, mais que c'est cool, hein, c'est cool, mais peut-être que tu peux gagner ton oseille avec ça, parce que mon job d'étudiante, c'était pom-pom girl. T'étais pom-pom girl. J'étais pom-pom. Genre, pareil, tu vois, je suis allée très très vite au stade de l'OM, au Parc des Princes, au milieu, comme ça, tu sais, mais au milieu du stade. Attends, mais faut que tu racontes. Attends, je en comprends job rien. Non, mais tu peux pas juste dire, j'avais un job d'étudiant pom-pom girl. Il y a une meuf qui s'appelle Malika, qui a monté un vivier de danseuses. Je faisais beaucoup de danse au centre du Marais, donc je prenais des cours avec Mia Fry, et ça coûtait très très cher. Sérieux? Très 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 cher. Moi j'ai cru que je pouvais y aller, tu vois. Et puis d'ailleurs c'est Marion Motin qui fait de la danse, la sœur de Margot, qui fait maintenant des chorés pour. Elle est super forte, pour Stromae, Madonna, etc. Donc, qui avait pris ses cours de danse, et dans le salon, elle avait fait une choré de Michael Jackson. J'ai dit, mais what the fuck? C'est ça. Elle me dit, c'est là. J'ai vu un nouveau cours avec Mia, c'est génial. Ok, je vais y aller. Donc, j'y vais, je vais voir Mia. Je dis, voilà, moi, j'aimerais m'inscrire. Je veux faire comme Marie. Pareil, je veux danser. Voilà, c'est ça. Ok, très bien, 7 ans. Oula. Ah ouais. Donc, je vais voir mon père. Il me dit, ok, t'inquiète pas, il y a des bons à la mairie. Pour faire du sport, il y en a toujours, tu sais, les bons, là. Les aides de la mairie. Les aides de la mairie, sûr. voilà, le bon, tu donnes à ta prof et c'est bon. Sauf que ces bons-là marchent avec les activités des gymnases de la mairie. Tu peux aller à la piscine de la mairie, tu peux aller faire du basket. Mais pas au centre danse du Marais. Avec Mia Fry. C'est pas ton agent, la mairie, quoi. Mais attends, je suis allée voir avec le bon, très naïf, je lui ai dit, voilà, tout est arrangé, voilà le bon. Naïvement. Bah oui. Elle regarde le bon, elle dit ça ne marche pas. Je lui dis, sérieux?
Carrément, C'est ça marche dommage. pas. Mais regarde, c'est Pourquoi écrit les cours de danse. Mais non, ça marche là. Ah, bon. Bon, bah tant pis et tout. Donc là, tu dis, il faut trouver. Elle m'appelle, elle me dit, attends, reviens. Je lui dis, quoi? Elle me dit, écoute. Je sais pas, elle a été hyper gentille. Elle m'a dit, écoute, tu peux venir 2-3 fois par semaine et tu me paieras le jour où tu gagneras de l'argent. Oh, Non, mais j'ai jamais vu ça de ma c'est vie. trop mignon. Le jour où tu gagnes de l'argent, tu me paieras. En revanche, tu ne loues pas les cours. Ouais. Tu es assidu et tu deviens une des meilleures, tu vois. Ah, trop fort. Mais ça vaut une tonne là-bas. Ouais. C'est un truc de film un peu, ça. C'est un truc de film. Et donc, je sais pas, peut-être que le premier cours d'essai, elle a eu de la sympathie. Peut-être que dans son cours, il y a tellement de bourgeoises qu'elle dit C'est bon, je peux en laisser c'est bon, une je peux en passer. laisser une ou deux, tu vois. Mais elle n'est pas du tout obligée, tu vois. Mais je comprends. Et la première fois que j'ai eu de l'argent, je lui ai donné. Je lui ai dit, voilà, maintenant, je peux payer. J'étais tellement fière de payer mes cours et tout. T'es fière de respecter ta parole aussi. Et ouais, j'ai fait bien. C'est un peu stylé, et quoi. tout. Si elle te dit, Ah voilà, ouais. je te donne des conditions. Ouais. Puis même elle a dû se dire, j'ai fait non. confiance à quelqu'un. Et cette personne, cette petite, Ouais. a réussi à maintenir la parole qu'elle s'était engagée. Absolument. Ouais, non, mais c'est quand même bien. Et d'où ça, donc ça te donne un background de danse et donc tu peux être après pom-pom girl pour gagner de l'oseille. Donc tu vois l'OM, tu vois tout le monde. Mais je suis pas restée longtemps en pom-pom. Ouais. Pas longtemps, ça aussi, je me suis dit, c'est rigolo 1 ou 2 fois, 3 fois, mais tu peux vite prendre un autre chemin. Je sais Ouais, pas je comment comprends. t'expliquer. Je veux pas juger les danseuses Non, mais qui... je comprends. Tu peux aller... C'était pas un chemin qui t'intéressait, c'est Voilà, tout. c'est ça. C'est pas une question de bien ou mal, c'est une question de chemin qui te convient Absolument, et puis des rencontres que tu as fait. ouais. Mais là, dans ce qu'on a entendu depuis le début, tu as quand même rencontré, en tout cas quand tu parles beaucoup de femmes qui sont plutôt carrées, qui sont Ouais. plutôt posées, pieds sur terre, même si elles font ce qu'elles veulent faire, que ce soit la dame qui t'a dit « Ok, tu peux venir danser si tu Oui, veux, ouais. mais attention, il y a une contrepartie. Ouais. » Que ce soit tes parents qui disent « Ok, tu peux faire des activités, mais on n'a pas les moyens, on va trouver d'autres astuces, etc. Ouais. » Ou les prostituées de la rue Saint-Denis, Ouais. ou ton ami chorégraphe qui maintenant est super connu, mais à Ouais. l'époque dansait dans ton salon. Tu as toujours eu des meufs super fortes. Et pourtant, dans l'humour, il n'y en a pas tant que ça. Des filles qui ont été des emblèmes. La plupart des humoristes, c'était des garçons, nous, dans notre jeunesse, Oui. c'est vrai. Hein. Il y avait beaucoup, que ce soit Coluche, Thierry Leluron pour les plus anciens, Smaïn, ou bien Élie Dieudonné, que ce soit, j'en sais rien moi, les imitateurs ou quoi, Didier Gustin. Tous ces trucs qu'il y avait à la télévision quand on était petit, C'était très masculin. c'était très, très, très masculin. Donc, Mhm. toi, on va dire que tu as ce background de meuf entourée par des femmes fortes dans un quartier où tu connais un peu la nuit et tout. Mais qu'est-ce qui te pousse à te dire, je suis rigolote, comment t'es arrivé au stade de dire, je vais essayer de le faire sur scène? Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de meufs, quoi. Il y avait Muriel Robin, il y avait Valérie Lemercier qu'on peut citer. Oui. C'est des stars, elles sont super drôles, il n'y a aucun problème, mais elles sont quand même minoritaires. Eh ben, en fait, je fais la même analyse que toi. Que je me dis, il n'y a pas. Il n'y a pas pour le moment. On va un peu forcer le truc. Et tu sais, quand tu viens où t'as pas eu trop d'opportunités, t'as pas trop d'argent, t'as du culot quand même. Tu dis, allez, je tente. De toute façon, je vais perdre quoi? J'ai rien. Donc, Bah ouais. j'ai rien. Franchement, j'ai pas grand-chose, rien à foutre. Tu vois, je tente. C'était vraiment ça. À chaque fois, je me disais, allez, vas-y, tente. Je me suis inscrite dans des agences de mannequins pour pub, alors qu'il n'y avait pas une rebeu dedans. Et puis, ça m'a permis de faire une pub vache qui rit T'as fait une au pub Maroc. vache qui rit? Ah, Mais via la félicitations. France, tu vois. Oui, mais tu vois, c'est des trucs, tu dis, tu tentes et puis t'as des petits yébis et finalement, tu rentres par une porte comme ça parce que tu veux faire du cinéma, du stand-up, tu vois, tu rentres tout doucement. En fait, dans ma tête, je me disais, il faut pas que je sois serveuse, il faut pas que je sois vendeuse. J'essaye de, tu vois, Okay. Je l'étais un peu, mais j'essayais de trouver des endroits cool. J'étais vendeuse le mercredi après-midi chez Lady Soul, mais c'était cool. C'est là où j'ai rencontré ma meilleure amie Zina et tout. Et j'ai été serveuse dans une pizzeria, mais 1 mois. Ouais. Et j'ai pris mon petit vélo, j'allais dans le Marais, je cherchais les restaurants les plus petits. Ouais, je comprends. Tu vois, Ouais. où il y a tout petit pour pas être fatigué, pour pouvoir ensuite avoir de la force pour écrire des textes et tout. Genre, il y avait 10 couverts.
Et j'ai fait le temps d'avoir mon yébi et salut, ciao. Commence pas. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a quand même, à chaque fois, dans tous les moves que tu fais, il y a quand même beaucoup de réflexion. Et c'est pas aléatoire. Moi, j'ai pris des tas de décisions un peu moins réfléchies que toi. Oui. Ne serait-ce que pour choper un peu d'argent de poche, tu réfléchis vraiment à tout. Donc, à tout. Quand tu as eu l'expérience de la danse, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait passer de ce truc de danse à la comédie? Même t'as vu Thomas sur scène et tout, c'est sympa. Tu le connais un peu, machin, mais c'est très dur de monter sur scène. C'est très violent parce que pour moi, l'étape de monter sur scène, c'est quelque chose de tellement difficile que d'ailleurs, les gens sont instantanément beaucoup plus gentils avec les humoristes une fois qu'ils ont fait 5 minutes sur scène. Donc, ce courage-là, comment t'as fait pour le réunir, pour tenter la première scène de stand-up? La première scène, je sais que t'as fait de l'improvisation. Ouais, j'ai fait de l'impro. Donc déjà, ça t'a fait une petite sensation de ce que c'était que la scène. Mais je cherchais tout ce qu'il faut faire pour être le plus à l'aise possible en stand-up. La moindre interview que je lisais, ok, Jamel a fait la Ligue d'impro de Trappes, je vais faire la Ligue d'impro de Paris. Tu vois ouais, mais j'adore ça. Parce que il faut comprendre qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. T'as pas les mêmes... t'avais Internet, mais pas le même que maintenant, on va dire. Oui. Donc, tu peux pas trouver autant d'informations aussi facilement. Tu peux pas contacter les artistes via Instagram ou bien Twitter. C'est pas ce genre de façon qu'on imaginait. Donc, des gens comme Jamel, la scène, la télévision, le stand-up en soi, ça semble tellement loin. Donc, tous les petits indices sont bons. Tous les indices, je les prenais, je les décortiquais, je faisais en sorte... et à l'époque aussi, j'étais pote avec Jamel. Avant le Jamel Comedy Club. Ça marche, ça. Voilà. Écoute, c'était... Comment vous êtes rencontrés? Julien Chauvard, encore. Mon pote Julien Chauvard, qui travaillait au marketing de chez Reebok. Je crois qu'eux se sont rencontrés autour d'une basket qui devait élaborer pour Jamel. La basket qui s'appelait Espoir, tu vois, un truc comme ça. Il y a un autre pote, Rachidou Dali, qui connaissait DJ Abdel, et je faisais des chœurs pour DJ Abdel. T'as fait des chœurs? Des yo, ouais, tu sais, les petits trucs comme ça. Pareil, pour prendre mon petit yébi d'étudiante. Mais non! T'étais dans des mixtapes et tout? Mixtape et tout. Wow. Donc, pour faire 2-3 voix comme ça. Mais tu vois, c'est incroyable, parce que tu passes dessus comme si c'était rien du tout. C'est-à-dire que tu mets au même niveau, c'est ça qui est merveilleux, tu mets au même niveau, j'ai fait des chœurs dans des sons de Rof, que j'ai travaillé 1 mois dans une pizzeria. T'as placé le même niveau d'affect, en fait. Ouais, parce que c'est pas mon but. Moi, j'ai mon goal. Je sais où je veux aller. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais qu'il faut que je fasse des petits boulots, parce qu'il faut manger, il faut payer le loyer et tout, qui ont un peu un rapport avec ça. Tu vois, comme... J'ai envoyé mon CV à la Comédie Française, Comédie Française pour être figurante, parce que j'ai vu qu'on pouvait être figurante quand il y a 1000 personnes comme ça qui font bien sûr. Ils m'ont pas pris, ces bâtards. Ah, les bâtards. Moi, j'ai un pote qui était figurant là-bas. Il en garde un très mauvais souvenir. Ah, donc heureusement. Heureusement, je te jure. Oui, mais il en garde un souvenir mauvais, mais parce que nous, on aurait kiffé, je pense. Ah non, il était fan de théâtre et tout, je te jure. Il m'a pas bon délire, quoi. Mauvais délire. Ouais. Mais tu sais, c'est ça mon problème avec la Comédie Française. C'est que moi, j'y allais, je prenais les places à 5 € au pigeonnier, tu sais. Tu dois attendre et tout. J'attendais parce que j'habite à côté du Palais Royal aussi. Donc, je connaissais tous ces trucs-là. Et t'as un vrai... moi, j'ai un vrai amour pour la Comédie Française et tout. Et eux, ils veulent app, en fait. Non, ils veulent pas. Ils veulent app. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils veulent pas. Après, c'est dommage. C'est dommage parce que nous, on est chaud. On est chaud et on a un tel respect et admiration de ce lieu. De ouf. Moi quand j'étais petit, ça me faisait rêver. C'est pour ça que je suis trop heureux d'avoir découvert ça sur toi, que tu rêvais de la comédie française, que tu avais envie de voir des belles pièces classiques, très bien montées, avec des super acteurs. Le rideau, quand il s'ouvre, ça me va déjà. Pour moi, c'est déjà un spectacle. Quand il s'ouvre. Bien sûr. Ah, mais moi, je trouve que c'est un plaisir de t'entendre dire ça, parce que on pense souvent que les humoristes ont pas un background, je fais l'américain, ont pas un passé relié au théâtre ou relié à la culture française. C'est pas du tout le cas. On a grandi dans ça. Ouais, on est hyper curieux. On est très curieux, très ouvert là-dessus, et surtout. Et pas l'inverse. Exactement. En fait, l'inverse est moins présent. Donc, quand tu as postulé, malheureusement, tu n'as pas été prise. Je n'ai pas eu de réponse. Voilà. J'y suis même pas. On m'a dit, t'es pas prise, il y a trop de monde. Mens-moi.
Dis ouais, désolé, il y a trop de monde. J'ai rien eu, j'y suis allée. Puisque moi, c'est à côté de chez WAM. Bah ouais, tu peux demander, en plus, toi, t'habites pas loin. Ils sont teubés, ils savent pas que j'habite à côté. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui est pas là, moi, j'arrive en 2-2. Toi, t'es une vraie Parisienne, eux, ils savent pas. Non, ils savent pas, mais... Oh là là, ils t'ont sous-estimé. T'es arrivé, t'as demandé, t'as dit, moi, au Théâtre du Marais, on m'a prise, j'avais même pas payé. Alors vous la Mais c'est terrible. J'ai dansé avec Mia Fry, donc tranquille. C'est terrible. Donc après, j'ai fait une école de théâtre juste derrière. Mais si j'avais su, parce qu'on n'a pas toutes les infos, on cherche, j'aurais fait le conservatoire. Bah, bien mais sûr. On n'a pas les infos. Alors, il aurait fallu faire le long travail de préparation pour se présenter au conservatoire. Moi, j'ai tenté le conservatoire, j'ai pas été pris. Et puis, tu sais, Tu peux le passer 3 fois. Tu peux le placer plusieurs fois, tout ça. Mais est-ce que tu as eu des blessures de ces rejets-là? Est-ce que ça t'a fait de la peine ou tu t'es juste dit, bon, j'essaye, ça marche pas, vas-y, j'enchaîne? Non, j'ai pas eu de blessures, mais je comprenais pas pourquoi ça bloquait autant, tu vois. Bah ouais. Mais t'avances, tu dis bon, c'est pas grave. J'ai fait l'école internationale Béatrice Brooke et derrière la Comédie Française, ça me va, moi, de faire le trajet, c'est pareil. On est à côté. Bien sûr. Tu vois, du moment que c'est dans le même quartier, rue Saint-Roch. Ouais, c'est bon. On est même Tiécar, on va dans les mêmes boulangeries, prendre le sandwich. On est à côté du rêve, tu vois. Ouais, tu peux très bien traîner dans le parc du Palais Royal juste à côté. Sur les colonnes de Buren. Voilà, colonne de Buren, sandwich pas cher. C'est pas grave. On est là. C'est pas le budget qui fait l'art. C'est ça. Donc non, mais on avance et j'ai fait cette école de théâtre pendant 3 ans et juste après le bac, à côté de la Comédie Française, donc à côté du Palais Royal et après j'ai commencé ma première scène au théâtre de Trévise où j'ai écrit avec ma meilleure amie Zina Kachnaoui notre premier sketch parce qu'on appelait ça des sketchs et avant. Vous étiez 2? Non. J'étais toute seule, mais elle m'a aidée à écrire. Et c'était nul. Nul sur scène, mais tellement nul. Waouh! Mais d'une nullité. C'était quoi le thème? Tu t'en souviens plus? Je m'en souviens plus. Je crois qu'il y a le mot boulangerie dedans. Il y a un truc, ça se passe dans une boulangerie. Mais c'est magnifique, où il y a un exemple. C'est comme si j'allais à la boulangerie. Je sais pas ce que je racontais. J'ai demandé à qu'on me filme. Tu te rappelles le Field? Ouais, grand bien sûr. respect au Field. Field, ouais, un gros bonjour au Field parce que c'est célèbre, c'est important pour les comiques parce que c'est une soirée qui a permis à plein de gens de commencer à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de comédie club et il fallait faire la queue, on demandait à passer, on fallait lever la main, etc. Pendant 3 semaines, moi j'ai fait la queue, j'étais vénère. Tu fais la queue, tu lèves, s'il vous plaît, moi. Elle te reconnaît. Ouais, et au bout d'un moment, elle dit ok, cette personne est motivée. Puis il y avait aussi, je crois, pour pas mentir, je pense qu'il y avait des gens qui se connaissaient entre eux et qui se faisaient passer comme dans tout, comme dans la politique, comme dans tout. Il y avait un entre-soi aussi. Donc c'était difficile d'accéder à une scène à l'époque. Et c'est ça qui est beau à voir, c'est que tu devais être sacrément motivé pour aller raconter le sketch éclaté de la boulangerie. Mais moi, je tu crois que l'apportes avec tout ton cœur. Oui, mais voilà. Je me dis, mais c'est chambé, t'inquiète. T'inquiète la boulangerie. Ouais. 3 semaines, je lève la main. Et je la regarde, je me dis, la pauvre, elle croit que je vais lâcher l'affaire, mais moi, j'habite à 2 rues, je m'en fous de venir. Tu vois ce que je veux dire? Rue Trévise. Vraiment, je viens, je fais ça. Parce que les gens prenaient le train, venaient de je sais pas où. Et elle m'a prise, elle m'a dit, allez, ok. Donc, je fais le sketch. Je comprends qu'il n'y a pas de rire. Ouais. Et que c'est douloureux, que c'est pas drôle. Hein. Mais je me sens bien là où je suis. Je me dis... J'aime bien, mais je comprends vite comment il va falloir réorganiser l'histoire. Sur scène, hein. Tu dis là, il va falloir travailler parce que là, il y a quelque chose que... Ouais, j'ai compris que ça pouvait être en main, mais pas comme ça. Mais tu sais que c'est le sens le plus important dans la vie des humoristes, c'est de se dire, même quand tu rates quelque chose, alors que c'est très douloureux, quand tu fais un énorme bide, de quand même... avoir envie de continuer, c'est là que tu sais que t'es un humoriste. Tu vois, Dave Chappelle avait raconté la première fois qu'il passait à l'Apollo et qu'il se fait huer. Il y a toute une foule, je sais pas, il y a 1000 personnes qui huent un jeune gars. Il avait 14 ans à l'époque. Donc c'est un enfant, quoi. Ouais, c'est d'une violence. Et quand tu prends un bide très violent, mais si derrière tu te dis ce que tu t'es dit, je me suis dit, c'est que vraiment... Je pense pouvoir... Parce que vite tu comprends que la première minute, elle est éclatée, mais que les 6 minutes derrière vont être aussi éclatées. Je vais au bout. Vraiment, je vais au bout. Mais je me dis, je sais comment je vais... Parce que je sens des petits sourires à des moments.
Je me dis, OK, ces puces-là, il va falloir tout ramasser, c'est trop verbeux, c'est trop... Je commence à travailler sur scène, déjà. Et en sortant, j'ai donc la première fois où deux dames viennent me voir, me disent, tu vois, puisqu'on attend Bien sûr. Dans les couloirs, et il y a le public qui sort, et il y a deux dames qui viennent me voir, qui me mettent la main sur l'épaule, qui me disent « Ah, bravo, hein, vous avez une belle énergie. » La fameuse phrase. La phrase Alors, qui veut dire ceux qui te disent que t'es pas marrant, c'est « Oh, quelle belle énergie. Ouais. Belle présence. Belle présence, belle énergie. » Ouais. C'était... Moi, pour me dire que j'étais pas marrant, mais Ouais. que c'était pas grave, on me disait, vous avez fait du théâtre, vous? Ah ouais. Ça, voilà. c'est pour dire, gars, t'es pas en main, mais T'es en pas en main, fait, mais ta présence est intéressante. t'as des mimiques. T'as des mimiques. T'as des les mimiques. mimiques. Des J'adore mimiques. tes mimiques. Quand les gens me disent, j'adore tes mimiques, ça me... Ouais. En fait, nous, stand-uppers, nous ne sommes pas dupes. Quand quelqu'un vient nous voir, nous dit bravo, Ouais. on sait exactement si c'était éclaté ou pas. Genre, oh, bravo. Ou Bravo, hein. Parce que tu sais, le petit très bravo, sympa, hein, et très sympa. Oh là ouais. là. Le Très sympa, moi, je sympa. peux mourir. Hein. Moi aussi. C'était vraiment très sympa. Ah, vraiment. là. C'est trop de mots. Ouais, ça m'énerve, ça me touche. C'était très sympa. T'es très sympathique. Vraiment, sympa, hein. C'était Ouais. sympa. Infernal. Moi, une fois, on m'a dit, c'était pas mal. Non, mais c'est insupportable. Pas mal. Pas mal, c'est pas normal. La personne n'a pas aimé. Non. Mais va-t'en. Ou Ne viens pas me il y a voir. des gens qui n'arrivent pas à dire c'est bien. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le dire et pas mal pour eux. C'est un super C'est compliment. un super truc, ouais. Parce qu'en fait, c'est des gens. C'était pas mal, hein. Voilà. Et c'est comme des gens qui n'arrive pas à dire je t'aime et qui disent je suis bien avec toi. Tu dis mais non, mais on s'en fout. C'est révélateur pas- de ouais. Tu vois, c'est une forme de politesse mais énervante. Donc en après ça- sortant du Trévise, je me dis ok, c'est bon, je travaille, je loue le petit théâtre, un tout petit théâtre de travail de 10 personnes de Oulage, un gars qui s'appelle Oulage, bref, qui est comédien, et je retravaille ce petit truc qui était nul, je le retravaille pour le refaire au Trévise. Et tout ça m'emmène où ? M'emmène au Moloko. Le Donc, Moloko. Le truc que j'ai vu, je me suis dit, là, moi, je vais jouer au Moloko, en fait. D'accord. Donc, quand j'ai vu Thomas, j'ai dit, non, mais je vais faire ça. Donc, je fais plein de petits trucs qui font que j'arrive au Moloko. Moloko qui est un tout petit théâtre. Oui, à à Pigalle. C'est pas rue de la Fontaine, quelque chose. Je sais C'est ça, c'est dans le 18e. Et c'est tout petit, et tu sais, on dirait presque, ça devait être une pole dance avant, à mon avis. C'était ça, parce Voilà, qu'il n'y a que des trucs de... Voilà, c'est une petite scène en rond. Et beaucoup de gens très connus ont joué là-bas. Eddie Izzard a joué au Moloko. Ouais. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai vu aussi Thomas au Moloko, accompagné de Fabien, Grand Corps Malade. On est allé voir Thomas, genre 2 fois, je crois, à cette époque-là. Tu vois, donc c'était une scène un peu underground à l'époque. C'était une scène underground, mais c'était, comme il y avait très peu de stand-up et peu de gens faisaient du stand-up, et ben, les rares endroits où les gens en faisaient, on y allait. Et il y avait un mec qui avait toujours un sac à dos, qui était dénicheur de talent, pour juste pointer Ou kidnappeur, on sait pas. Dénicheur, kidnappeur de talent. Parce que là, comment tu l'as décrit, c'est terrifiant. On su ce qu'il y avait dans ce sac à dos qui portait juste avec une anse. Il mettait jamais les deux, il mettait une. Oh là là. Il s'appelait, c'était le dénicheur de Juste pour rire, là. Comment il s'appelle, ce gars ? Je sais pas. Junior ? Non. Il y avait Gilbert Coulier, donc non, Gilbert Rozon. Gilbert Coulier, c'est le producteur de Johnny Hallyday. Tu vois, je me trompe. Gilbert Rozon, c'était le créateur de Juste pour rire. Et il y avait un gars dans Paname qui dénichait. Il dénichait comme ça. Je connais pas ce gars. Et il m'a un peu déniché. C'est pas Cybèle ? Cybèle, Gérard Cybèle. Gérard Cybèle. Ah, quel... Genre, quand tu disais... Le blaze. Gérard Cybèle est dans la salle. Ouais. Oh là là. Battait. Oh là là. Wow. Il est dans la salle. Tu dis... Ouais. Mais c'est tellement marrant. Il faut comprendre les opportunités de cette époque-là. Ouais. C'est plus comme maintenant. Aujourd'hui, tu peux faire ta chaîne, tu peux faire ton podcast, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu merci. Heureusement d'ailleurs, c'est un soulagement. D'un gars chelou au fond d'une salle avec un sac à dos, il n'y a qu'une anse. C'est un enfer. Mais aujourd'hui, et ça c'est magnifique, les artistes ont beaucoup plus la possibilité. Mais toi, à cette époque-là, c'est en mode... Gilbert est dans la salle. Voilà, ou Monsieur Cybèle, Monsieur Cybèle est présent. Oh là là, alors lui c'est un découvreur de talent. Ouais. Tu vois, on disait découvreur de talent, genre il y avait des talents, ils étaient cachés.
Et eux, c'était des génies. Ils Oui. creusaient la terre. Et ils sortaient Oui. un talent de la Oui. terre et ils le faisaient briller au soleil Incroyable. comme ça. Mais ça n'avait aucun Kader sens. Aoun avait ce truc-là. Bah, bien Dès sûr. qu'on disait Kader Aoun est dans la salle, Oh là là, Kader est là. il va changer ma vie. Waouh. Nous, on était tellement heureux Il de va changer croiser ma vie. Kader Aoun. C'était incroyable. Waouh. Parce que Il a fait Sciences Po. Il a fait Sciences Po. Un arabe qui a fait Sciences Po. Mais je c'est te un jure, c'était génie. ça. Oui, c'est ça. C'était- mais Il a les cheveux longs. Tu Quoi? sais Un arabe? Ouais. Mais non, c'est pas possible. Quoi? Il est dans le spectacle. Il a un pouvoir. Waouh. Il peut aider Il peut un autre changer bœuf. ta life. Mais non. Oh, c'est Et incroyable. ce même Kader Aoun, je l'ai rencontré dans les couloirs de Canal+, parce que j'avais envoyé une cassette VHS à Canal+. T'es une guerrière, Non, t'as à fait Fred 1000 Testo, trucs. à Fred Testo. T'avais J'avais- envoyé une cassette à Fred Testo. Oui. Et c'était avant ou après les bacs de ROF? Après, Après. qui les a donnés à Ariel Saraco, qui travaille chez Canal+, qui l'a donné à Dominique Farrugia. Il m'a engagé pour faire la météo sur Canal+, Non, mais pendant laisse 6 mois. tomber. Oh ouais. Ariel Saraco, les gens savent pas, mais c'est. C'est pareil, c'est C'est- Ariel Saraco est Ariel dans la Saraco, salle. c'est très sérieux. Ouais. Moi, je suis toujours en stress si on me dit Ariel Saraco dans la salle. Ouais, ouais. Je fais quoi? Elle est super. Elle est très, Mais très- c'est vrai que les gens la voient comme Meryl Streep dans le diable s'habille en Prada. Tu Ouais, vois, ils la voient, absolument. elle arrive, Ouais. bonjour. Il y a un côté. Faut être concis. Elle n'a pas le time. Faut Elle aller a pas droit le au time. but. Mais elle était super. Mais c'est ils fou, ont été c'est-à-dire adorables. que avec Dominique Farrugia a vu tes essais et Oui. il a voulu donc te dire ok, Ouais. on va t'engager, moi. On t'engage. let's go. Tout ça avec une cassette VHS. D'accord? Vous entendez les gens? VHS. VHS. Et La je laissais détermination. des cassettes VHS. J'avais une amie qui travaillait à l'hôtel Coste. Ouais. Ok. Donc j'aurais pu être Serveuse à serveuse, l'hôtel. Ouais, bien sûr. faire les vestiaires. C'est et très tout. chic l'hôtel J'ai Coste. hein. réfléchi, mais je me suis dit, c'est un autre chemin, ça. Ça, c'est un autre J'adore, chemin, les gars. J'ai j'adore. bien vu, j'ai vu. Ah, il m'a offert des roses. Ah là, il m'a dit qu'il m'a emmené à Miami. Ah, Oh, le jet j'avoue, est arrivé. j'avoue. Non, non, Ouais, non. ouais. Ça, laisse tomber. J'ai dit, en revanche, tu sais comment tu peux m'aider? Je sais que telle et telle personne, dis-moi qui vient à l'hôtel, qui dort à l'hôtel. Et je mettais des enveloppes sympas Pour avec un des... tel et un tel. Et elle les posait. Et donc, ils ouvraient, et donc, il y avait une démo, un truc. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire Ouais. que tu avais un indique, Amel. On appelle ça. J'avais un indique, Dans je la peux pas police, dire le on appelle zebla. ça un indique en civil, en fait. Ouais, Quelqu'un ouais. qui se fait passer pour en vrai, son vrai travail. C'était pour toi. Elle était Ouais. serveuse, genre. Mais parce qu'elle était Mais au lycée avec moi, donc elle Mais se j'ai disait, compris. tu vois, on s'aidait comme on pouvait. Et donc, l'hôtel Coste, nous, on y était depuis l'âge de 16 ans, tu vois, là-bas, on allait, mais on était en mission. Et Monsieur Coste, Jean-Louis Coste, que j'ai vu rien que la semaine dernière, parce que maintenant, j'ai 5 balles pour mettre dans un café de Bah temps oui. en temps, Ouais, ouais. ce qui est énorme, tu vois. Très cher. Mais il se rappelle de tout ça. Tu vois, il m'a dit, ça me fait vraiment plaisir de te voir, Amel, Mais à tu chaque vois, c'est fois, une parce vraie que vie je de me quartier. rappelle de toi et je vois comment tu bosses et tout. À chaque fois que je te vois, ça me fait plaisir. Je dis, moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir, Jean-Louis, tu vois. Mais tu vois, tout ça, il y a une... Mais il y a une continuité. Il y a une Moi, ce que continuité. j'entends, c'est vraiment ta détermination. C'est-à-dire qu'on peut le voir quand on. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, ça va nous amener au Comedy Eh Club. oui, au fur et voilà, à ça mesure, nous hein. emmène là. Mais hein. la première fois que je t'ai rencontré, il y avait ce côté-là un peu rigide de Ouais. toi. Mais je comprends maintenant que ce côté-là, il vient pas de nulle part. C'est qu'à la fois, tu as une fascination pour ce qui t'inspire, tu as envie de tendre vers ça, mais en même temps, tu as peur des pièges qui peuvent se présenter à toi, comme tu as dit, oula, pas cette direction, pas celle-là. Mm. Là, on peut glisser. Là. Ouais. Et donc, tu es quelqu'un quand même qui se remet beaucoup en question et qui arrive à suivre le projet, Oui. mais il faut que ça prenne le chemin qui te convient le mieux. Oui. Et donc, pour ça, faut être rigide, surtout en étant une meuf, rebeu, dans un monde où il y a énormément de gars, au milieu de Paris, quoi, dans un quartier un peu chic. Un peu chic. Et je sais pas comment te dire, j'arrive à voir pour chacun, c'est pas de la voyance, hein, mais j'arrive à voir Pas du les flair. fins de scénario. Ah. Tu vois, je sais pas pourquoi, j'arrive à voir pour chacun les fins de scénario. Mais peut-être c'est de la voyance. Moi, j'ai Peut-être. dit que là, il faut que tu fasses un numéro C'est payant. Je te jure, ouais. je pourrais être une très bonne coach de vie. Oh, waouh. Je Mais te pourquoi jure. tu fais pas ça? Mais faut faire. Parce que Non. j'ai la flemme de Ah, ça. merde. Désolé. C'est la flemme. La flemme. Mais tu me dis où tu veux aller, je te dis comment tu fais. D'accord. Ok. Bah après cette émission, moi je vais te dire où je veux aller. Tu me Et diras je vais tout, te tu faire vois. un plan, Ouais, ouais. mais en amour, en travail. Ah, bien de sûr. ce que je pense, tu vois. Ouais, Et ouais. généralement, ça, c'est pas mal. Hein. Bah, je pense que il y a beaucoup de gens qui te considèrent comme une oreille
à qui parler. Moi, je t'ai déjà posé des questions de travail ou même personnelles. Tu sais, des fois, quand on prend un petit café et tout, parce que t'es, je trouve, très douce et t'es pas intrusive, pas quelqu'un qui va donner un avis trop facilement, trop rapidement. Donc, tu peux avoir un travail ou un rôle de sœur facilement, très simplement, qui fait que tu t'es toujours, moi je t'ai toujours vu avec plein de garçons autour de toi, mais dans un rapport très fraternel, très camarade. Complètement. Et tu sais très bien mettre les distances, très vite. Mais des fois, les trucs qui me faisaient pas de la peine, mais je me disais c'est con parce qu'ils n'arrivent pas à me croire, souvent je cherchais là où je pouvais gaulerie. Voilà, ça c'était mon but dans la vie aussi, dans ma vie. La rigolade. Je me disais, où est-ce que je peux gaulerie ? Ok, là, moi, je vois Jean Rachid, c'est un pote, il est à mourir de rire. C'est vrai qu'il est très drôle. Je suis capable de traîner. C'est grâce à qui ? Mais tous les jours, avec Jean Rachid. Ouais. Je vois Ahmed Sparrow, il est marrant. Il est trop bon. Je vais traîner avec lui, mais tous les jours. Ouais. Et les gens vont dire, oh, ils doivent sortir ensemble, tu vois. Je comprends. Alors que pas du tout. Mais oui, je le sais. Moi, je le sais parce que je te connais. Et et c'est pour ça que je suis très content de faire ta dinguerie room. C'est-à-dire que j'espère qu'après ça, les gens entendront un petit peu plus qui tu es en profondeur parce que moi, je te connais perso. Déjà, je t'ai vu évoluer. C'est une évolution incroyable humainement. Franchement, entre les périodes où je t'ai rencontré le Comedy Club et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se sont développées. Tu restes la même Amel, mais en étant beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe. Moins 2 pas en arrière, ça se mêle. Tu vois, ça c'était beaucoup plus libéré, dur. moins autoritaire. 2 pas en arrière et ça se mêle, mais ça nous fait rire. Mais avec des dos, drôle. On aimait bien. En fait, tu nous dominais, tu nous soft dominais. C'était rigolo parce que tu mettais des mini mises à l'amende, mais en même temps, on y prenait un petit plaisir. Il y avait un côté, il y a Amel, il y a la chef qui arrive, attention, faut ouvrir la fenêtre, attention, il y a Amel. Et on avait tous un peu peur, parce qu'en fait, il y avait pas beaucoup de filles. Nous, mine de rien, on avait quand même on faisait quand même un peu attention aux filles, et on avait peur d'être trop en mode vestiaire. Mais toi, tu nous mettais des mises à l'amende archi marrantes. Et puis, quand on travaillait ou qu'on était mal habillés, tu nous mettais une petite mise à l'amende aussi, mais c'était pour nous. Oui. On t'appelait embrouillard. Tu vas jouer comme ça ? Embrouillard. Voilà. Embrouillard. J'adorais quand vous disiez ça. Oula, il y a embrouillard qui arrive. Il y a embrouillard qui arrive. Donc, tu vas jouer comme ça ? Et moi, j'enlevais, je sais que j'avais des vêtements, tu sais, très théâtre, et tu m'avais dit, non, mais tu peux pas faire ça, il faut mettre un petit polo, il faut faire quelque chose, Yacine. On avait fait du shopping ensemble. On avait fait du shopping. En tournée. Exactement. Et c'était grâce à toi. Donc cet aspect-là qui peut paraître un peu rigide. Et moi si tu veux... Pardon, je rigole parce que... c'est un peu vrai. Même avec Blanche, on était allés faire les sourcils en tournée aussi. Genre, tu vois, tu faut faire les trucs alors qu'elle n'est pas du tout là-dedans. Elle n'est pas dedans, mais au moins t'as tenté. On va faire... C'est drôle. Voilà, et c'est là que moi j'aimerais te donner ton deuxième cadeau. Oh punaise. Ah ouais, la meuf va avoir des cadres, quoi. Ah bah oui. Oh là là, c'est sympa. C'est sympa, ton concept d'émission. Ouais, c'est sympa. C'est vraiment... Elle est bien, ton émission. Je te jure. Oh, écoute. Ça, alors, c'est Madonna. OK. Mais elle avec qui ? Alors, on ne sait pas. On ne sait pas avec qui elle est. Elle est avec des jeunes gens dans la rue. J'adore. Et moi, ça me fait penser à toi, au milieu de nous, dans le Comedy Club. Tellement. En fait, pour nous, t'es notre Madonna. Et tu nous donnais un peu des coups de pression, mais en même temps, t'étais un peu la resta. Et nous, on était autour de Watt à être les poteaux du Comedy Club dans la loge, embrouillat au milieu de tout le monde. C'est tellement ça. C'est bien trouvé parce que une photo, par exemple, de nous, du Comedy Club, ça aurait été moins surprenant parce qu'on les a déjà. On les a, les photos. On les a, mais là, ça représente vraiment ça. C'est Clémence qui a trouvé tous les quatre, c'est Clémence. Bien, et tu voulais être Madonna quand t'étais petite, il paraît. Oui, ça aussi, parce que j'avais bien compris. Bon, elle à l'époque, elle était rebelle, elle était un peu en marge, elle venait un peu avec ses cheveux peroxydés, tout ça. Toujours ce souci de liberté, en fait. Je la trouvais hyper libre. Et pareil, la danse, le flow, son culot, comment elle arrivait à cette carrière. Elle a pris ses petites cassettes, tu sais, les cassettes que tu mettais dans ton Ghetto Blaster, c'est ça ? Dans les lecteurs de cassettes. Elle allait voir les DJ dans les ressois un peu de New York. Elle disait, vas-y, mets mon son et tout.
il mettait son son et c'est parti un peu comme ça, en fait. Mais elle a un peu... elle était déter. Elle a forcé le destin, elle était déterminée, mais là, de ce que tu as raconté, t'étais aussi très déter. Et Madonna. Surtout, dans un monde très masculin. Ouais. Madonna représentait quand même un pouvoir féminin très fort, où elle domptait un peu les mecs, elle était un peu en position de pouvoir, souvent dans ses clips, souvent dans sa manière de parler, puis au fur et à mesure, elle se réinventait. Et c'est ça qui est cool chez Madonna, c'est qu'elle n'avait pas peur de changer de style, de changer d'attitude et d'inventer une forme de personnage. Mais chez toi, le personnage que moi j'ai rencontré, un peu bien apprêté, je suis Amel, voilà, je fais attention à ce que je fais parce que je suis très sérieux, et ben c'est pas la vraie Amel qu'il y a dans la vraie vie. Pas dans la vraie vie. Il y a un peu de ça, parce que c'est sûr que j'aime le beau, j'aime les belles choses, les trucs qui sentent bon et tout, ça fait partie de moi, mais il y a des nuances, tu vois. Il y a des nuances, il y a une manière aussi de se protéger, de la fragilité, mais je passe par plusieurs, je peux avoir plusieurs états. Comme tout le monde, mais ce que je voulais dire par là, c'était que au tout début du Comedy Club et aujourd'hui, je vois une grande différence où tu fais plus, je trouve, tu ouvres plus ton cœur à la surprise, à l'échec, au ratage. Quand je parlais de rigidité, c'est parce que on sentait qu'il y avait une pression sur tes épaules, parce que tu étais très déterminé à pas faire de bêtises, à suivre un chemin, et la vie était un peu une compète. La vie était un peu dure. Il y avait ce truc-là de il faut travailler, il faut réussir. Il faut être dans un cadre, parce que en fait, tu te dis aussi, quand tu viens d'un milieu très très pauvre, quand t'es à côté de voyous, de timbres et tout, en fait, avec une de mes meilleures amies, Dalila, qui a un peu le même parcours que moi, ce qu'on se dit pour rigoler, on se dit, mais on est toujours à ça, nous, à ça d'être ou Guédreau, ou Timp, non mais c'est con, mais on est à ça à chaque fois, parce que notre réseau, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? On baigne dans ça. Je comprends. Donc, je pense que la seule manière de pas tomber... Je pense pas qu'on serait tombé là-dedans, parce qu'on avait cet objectif très tôt, tu vois, on boit pas d'alcool, on fume pas, on n'est rien, on est très carré, mais il y a un truc qu'il faut hyper protéger. Sinon, on est trop à côté des contacts chelous. Tu vois ce que je veux dire? Qui peuvent devenir un engrenage, en fait. Tout de suite. T'es entouré d'engrenages où tu peux mettre un doigt. Vraiment, voilà, c'est ça. Tu passes à côté, tu passes à côté, tu leur dis salut, ça va, tu passes, mais il suffit que tu parles peut-être trop longtemps. Tu dis bonjour Madame Rose. Ouais, voilà. mais c'est tout. C'est tout. Et voilà, et tous les gens que je pense qu'il faut faire gaffe, tu vois. Et à force, c'est pas épuisant d'être trop sur la défensive, dans l'attention et tout? Bah si, c'est épuisant, parce que tu contrôles tout, finalement, t'essayes de tout contrôler, t'es pas dans le lâcher prise, mais au moins t'es pas craqué, t'es pas un craqué, t'es pas... je comprends, tu vois mais moi, ce que je veux dire? beaucoup plus chill. Ouais. Et en fait, je disais ça parce que cette photo du Comedy Club, quand je pense Comedy Club et toi, il y a cette image d'Amel qui veut vraiment bien faire, qui est très bien habillée sur scène, qui fait très attention à elle, qui anticipe énormément, qui prépare beaucoup, qui bosse énormément. Et il y a Amel que j'ai vu un jour en après-midi. Ah ouais, mais moi, j'arrête pas d'en parler, ça. T'en parles souvent de ça? Mais on en a déjà parlé dans Dinguerie Room, alors peut-être faut pas en parler. Non, mais c'est vraiment un... C'est un truc qui t'a marqué, non? Oui. Raconte-le toi, parce que c'est ton point de vue. Moi, je le raconte mon point d'une de vue, autre manière. c'était qu'on a un moment particulier dans la troupe du Jamel Comedy Club. On a fait 2 émissions de télévision. Les gens commencent à apprécier le stand-up. Il y a de plus en plus de gens qui veulent faire du stand-up et qui, de temps en temps, nous alpaguent dans la rue en disant voilà, moi j'aimerais bien faire du stand-up, etc. Jamel ouvre son Comedy Club. Et là, il y aura un vrai théâtre. Alors qu'avant, c'était une sorte de théâtre qu'on louait que pour les émissions. C'était donc... le théâtre du Temple, l'Apollo actuellement. Il y a eu une fois à l'Apollo, mais avant ça, il y a eu le Réservoir. Le Réservoir, ouais, effectivement. Donc, en gros, c'était des endroits loués. Et là, Jamel ouvre son théâtre. Mais il est ouvert très rapidement. Les travaux sont finis très vite. On se retrouve avec un théâtre, mais les gens ne savent pas que ce théâtre existe. Oui. Donc, on a un très joli théâtre, celui que tu vois à la télé. Sauf que les gens sont pas au courant. Et nous, on doit répéter dans ce théâtre. Donc, on se retrouve dans une situation délicate, c'est qu'on est un petit peu connu, parce que l'émission marche bien, les gens sont contents, mais en même temps, il y a personne qui vient nous voir encore au théâtre, parce que il y a 0 pub, personne sait qu'on est là. Moi, en tant que babos de service, je dis aux autres, venez, on sort. Comme on a besoin de répéter, on n'a qu'à rameuter du monde. Ça, c'est incroyable. Il faut vraiment que...
J'aurais jamais pensé à ça. Faut vraiment ça, c'est le théâtre à l'ancienne, tu vois. La troupe, Avignon, quoi. Ouais, on est en Avignon. Ambiance Avignon. J'étais choquée. Attends, je viens de la rue Saint-Denis, j'ai vu des trucs de ouf, mais ça, pour moi, je me dis, il va prendre les gens, il dit, venez. En fait, dire à des gens, à des tables, comme ils nous connaissaient un tout petit peu, on avait un peu la cote à cette époque-là, parce que il y avait pas beaucoup d'émissions d'humour un peu qui changeaient, quoi. Et le Jamel Comedy Club, ça changeait. Donc, il y a Thomas, Fabrice, tout le monde sort, on va dans les petites terrasses, à l'Indiana Café, tout ça. Bonjour, voilà, on est la troupe du Comedy Club. Venez, c'est totalement gratuit, on va s'entraîner, je suis sûr que ça peut faire un bon souvenir, on essaie de les convaincre. On réunit 30-40 personnes, mais c'est fait tellement street, c'était tellement la rue, que toi, quand t'es monté sur scène à ce moment-là, on fait le show, hein, on assoit les gens, ils ont pas payé, ils sont comme des spectateurs de maintenant, lumière, il y a tout ce qu'il faut, tout l'équipement est neuf. Donc, ils sont à un vrai spectacle. Mais toi, il y a un truc, chez toi, quand tu montes sur scène, qui est très... plus que naturel. Il y a un truc un peu fauve qui est sorti de toi, une lamelle qu'on connaît nous dans les loges et qui n'était pas celle cachée derrière le paravent de il faut bien faire, il faut faire attention, attention à cette plaisanterie, cette plaisanterie a un début, une fin. Il y a un côté beaucoup plus Kaira qui est sorti de toi et tu nous avais tous choqués, quoi. Je sais plus ce que tu avais fait, tu avais besoin de rien dire. Tu avais improvisé des trucs. J'avais improvisé, j'ai raconté la vérité. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu une licorne. En fait, j'ai vu une licorne, elle est passée. Et en fait, je ne l'ai plus jamais revue. Et on l'attend. Avec des dos, on en parle souvent. Oui. Et il me le dit alors, la licorne, j'ai eu, de temps en temps, elle est revenue, ici et là. Mais je suis sûr qu'elle va revenir. Dans des comédie clubs. Et c'est à chaque fois, quand c'était la Hesse et qu'il y avait... où il y avait plus que 4 personnes, on attendait 40. Quand c'était la fin, quoi, quand plus personne y croyait et tout. Ouais. Et c'est là où je me sens bien. Toi, tu fais des bons stand-up de la fin du monde. De la fin du monde. Mais si tout s'écroule, mais laisse tomber. J'ai le spectacle le plus incroyable. Mais de la terre. J'adore. Mais parce que tu vois, c'est ça qu'il y avait de beau chez toi, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas accès à toi. Ouais. Et donc, c'est un peu difficile quand on te connaît mal, parce qu'il faut du temps. Mais avec le temps, tu t'es tellement plus ouverte que tu aies fait ce podcast-là, où tu parles avec les gens mais c'est une dinguerie. Mais c'est pour ça que ça s'appelle dinguerie. Hein. De toute façon, c'est laisse tomber. Parce qu'il y a des trucs où tu es vraiment forte. Je pense que c'est sur ton écoute, qu'on te connaît mal, mais tu écoutes très, très bien. Et c'est ce que disent les gens quand ils finissent la dinguerie. On peut peut-être d'ailleurs écouter un des messages. Il y a ce qui s'appelle le livre d'or à la fin. Les invités, dans la dernière partie de cette saison, ça s'est pas fait dès le début, mais plein d'invités ont laissé plein de petits messages pour dire ce qu'ils pensaient de Dinguerie Room, etc. On peut peut-être écouter le premier, c'est Smaïn. Salut, c'est Smaïn. Alors, je vous annonce qu'Amel est parti et on m'a balancé dans le coin de l'oreille qu'il fallait que je dise un petit mot. Alors, je vais le dire doucement pour pas qu'elle s'entende parce que, bon, je vous conseille d'écouter les Dinguerie Room. C'est sympa parce que c'est d'abord dans une intimité, dans un petit studio éclairé, mais ça rappelle les émissions de nuit de Macha Béranger. Ah oui. C'est pour ceux qui connaissent pas, dans les années 80, on se retrouve dans un univers très très intime et on parle. Et c'est merveilleux. Il y a de bonnes questions, on fait en sorte d'avoir de bonnes réponses. C'est, j'allais dire, presque familial. Donc voilà, merci beaucoup à Amel de ton accueil. Et je souhaite au Dinguerie Room longue vie. Je vous embrasse. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça? Mais déjà, il a une voix, hein. Ah, mais c'est fou, cette voix. Écoute, incroyable. Oui, il semblerait que, apparemment... Intime. Il a une voix extraordinaire, ce mec. C'est terrible. C'est waouh. Non, mais je suis super contente parce que c'est quelqu'un, je voulais absolument l'avoir dans Dinguerie Room parce que son nom revient à chaque fois déjà dans les podcasts. Il fait partie de l'évolution de l'humour, de l'immigration. Et la vérité, c'est que j'étais en vacances à Marseille et en vacances, je me fais un peu yèche de temps en temps. Donc, et je savais qu'il y avait une scène ouverte. Je me suis vaisseau pour faire une petite scène ouverte. Quel plaisir. Et il était dans les couloirs en train de répéter son texte parce que lui, la salle à côté, il avait son spectacle. Incroyable. Donc, et c'est là où je me suis dit, mais évidemment.
Mais oui, pourquoi ne pas l'inviter? Mais absolument. Ouais. Et il reprenait dans une petite jauge, une petite salle, au début de son spectacle. Et je le regardais, je me disais, mais le gars est encore là. Mais bien sûr. Il continue, Ouais. il a ça dans le sang, on veut l'entendre, on veut avoir son point de vue sur ce métier. Et c'était vraiment un plaisir. Et tu as eu envie d'avoir à la fois des personnes qui ont beaucoup de bouteilles, des anciens, comme Smaïn, qui continuent, qui persévèrent parce que c'est comme ça, c'est leur vie, quoi. La scène, ça rentre dans presque une maladie mentale, hein. C'est une folie, hein, parce que les gens sont complètement tu vas en vacances, accros. Pourquoi tu te sauves aller chercher... Moi aussi, à chaque fois que je bouge n'importe où, j'ai envie de savoir. J'ai envie de voir, on peut pas jouer là, ce serait trop cool. Je prends, si tu veux, je prends pas. Rencontrer le public. Oui. Donc, lui, il a continué, mais tu as aussi demandé à beaucoup de jeunes, de la jeune génération, pas forcément très connus, d'être présents, mais c'est ça qui m'intrigue. Qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est quoi les ingrédients que tu essayais de mettre dans Dinguerie Room? C'est pas forcément des ingrédients. Très honnêtement, c'est un feeling. C'est un feeling. Il s'avère que je suis dans les clubs. Bon, c'est même pas... Je cherche même pas... Ça vient à moi. Je suis dans les clubs... De comédie. De comédie club. Donc, je fais la scène Barbès, le Fridge, le Goku, tout ça. Donc, je suis avec les anciens, les moyens, les nouveaux, enfin, tu vois, avec tout le monde. Tu croises tout le monde. Il suffit que je parle avec Louis Chappet, par exemple, qui est nouveau, enfin, qui est nouveau maintenant. Il est moins nouveau, mais à l'époque, tu vois, en tout cas. Bien sûr, je comprends. Complètement je m'entends. Plus nouveau. Enfin, dès que je parle avec quelqu'un, Louis Chappet, il dit un truc pertinent, ça me fait penser à Dinguerie Room. Je me dis, tiens, faut que j'en parle avec Clément. Je lui dis, écoute, ce gars-là, pour le moment, personne ne le connaît, mais il a des trucs hyper intéressants. Mais de ouf, il est super. Il est super. Louis Dubourg, j'ai fait semblant que c'était mon trajet. Il dit, tu vas par là en sortant de club, parce qu'il était tellement habité par le stand-up. Bien sûr. Ouais. C'est un ouf. Non, Louis, il est incroyable. Il m'a dit, tu vas par là, moi j'allais par là. J'ai dit, ouais, je vais par là. Continue à me parler de stand-up. Continue, parce que c'est... Très honnêtement, ça me passionne. Ouais, je comprends. Mais je trouve ça merveilleux et je trouve ça beau que tu le fasses avec autant de douceur et de pudeur. Je trouve que c'est ce qu'il y a beaucoup dans cette émission-là. C'est ton écoute, moi, qui m'a beaucoup touché. Et justement, ça me fait penser donc au deuxième extrait que j'aimerais bien qu'on écoute. C'est Urbain. Ceci est le livre d'or de Urbain, l'humoriste qui vient d'enregistrer avec Amel Chabi. Eh bien, écoute, je trouvais ça vachement bien. On s'est laissé prendre dans la discussion. J'aime beaucoup Dinguerie Room et c'était un plaisir de le faire. J'ai l'impression que c'est passé en 4 secondes. J'aurais vraiment voulu pas parler de métier, mais on peut pas faire autrement. Donc, on a parlé beaucoup de métiers. J'espère que ça embêtera pas les gens. L'eau gazeuse était délicieuse. Le petit cadre de LeBron James aussi. Et voilà, j'ai trouvé que... J'enregistre, moi, des podcasts dans des conditions dégueulasses tout seul chez moi. Là, c'était pro. Donc, vraiment, très, très bon podcast. Écoutez-le. Alors, ça me plaît parce qu'il a parlé de comment on enregistre les podcasts. C'est vrai que c'est moderne, en fait. Là, on est autour d'une table, il y a des micros de super bonne qualité, il y a un ingé son, il y a Clémence qui nous aide à travailler. Et bien, pour moi, ça te représente aussi. Tu fais pas les choses au hasard. Et est-ce que tu pensais déjà à faire ce podcast de cette manière-là? T'avais pas envie de le faire à l'arrache? Non, je l'aurais jamais fait à l'arrache. Voilà. Mais tu sais que beaucoup de podcasts... de la vie. Mais voilà, mais la plupart des podcasts de comédie, c'est un petit enregistreur, Absolument. 2 petits micros, alors que là, on est vraiment comme dans une vraie grosse émission de radio. Je suis dans un studio, il y a de l'eau, machin, t'as les sièges qui tournent, etc. C'est une façon pour toi de peut-être respecter ce milieu-là. C'est une façon pour toi de mettre à l'aise les invités. Qu'est-ce que tu veux quand tu penses « je veux les mettre bien » ? Je veux le respect. Le respect... T'as parlé comme un homme politique. Je veux le respect. Nicolas Sarkozy. Quelle indignité. Le respect de notre métier. Écoute, moi j'ai mangé des sandwichs tout queues à l'arrière du théâtre de Trévise et tout. Je comprends que c'est le délire. J'ai bien compris. Mais j'aimerais amener à un moment donné, peut-être, ma contribution à notre métier de stand-upper, d'humoriste, que je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. Si on peut,
de mettre le respect sur notre profession. C'est ça qui me donne envie. Non mais vraiment, à chaque fois que j'ai été reçue, c'était vraiment avec beaucoup d'amour, mais fallait. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a de la poussière sur parce que les gens ils savent pas. Moi je vois les sandwichs dont tu parles. C'est pas des sandwichs triangles stylés. Hein. Là on parle de sandwichs de baguettes, de fin de journée de baguettes. C'est dur. Avec des morceaux de fromage non identifiables. C'est juste, c'est jaune. D'accord. C'est jaune. Voilà, il y a un truc jaune avec un peu de beurre et vas-y mon gars. J'ai fait trop de soirées Bourbier stand-up où j'ai ri, mais tellement ri avec Ahmed Sparrow et tout, mais où on était reçus mais dans des conditions mais déplorables. Mais d'ailleurs, raconte-nous ta plus grosse dinguerie sur scène, on a envie de savoir. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Une dinguerie à raconter, je suis sûr que tu y as pensé hier. Non, même pas là. Attends, mais les dingueries, non, mais j'ai eu des dingueries dans les chichas, ça je l'ai raconté, tu vois, ma plus grande peur dans la chicha, j'ai eu où on nous met des petits bouts de pizza, tu sais, cette manière de recevoir un peu allez, faites nourrir. Ouais, voilà, un peu genre, faut les nourrir, comme si on était des animaux. Des animaux. Qu'est-ce qu'ils mangent, les comiques? Vous mangez quoi? Et ils nous jettent de la pizza. Ah, vous aimez bien la pizza, vous? Bah oui, les comiques, c'est les lapins, ça mange du foin, et les comiques de la pizza. Oui. Voilà. C'est terrible. Ça, ouais, et c'est à chaque fois pareil. C'est pour ça que Dinguerie Room, pour moi, c'était pour une fois. Et puis, c'est pas normal, parce qu'à chaque fois qu'on recevait quelqu'un, qu'on recevait un stand-upper, il disait « Oh là là, on est bien reçu, hein. Oh purée. D'ailleurs, tellement qu'on est mal reçu. » On a quelqu'un qui va nous dire ça. On peut écouter Virginie Hoc, je crois. Je signe vocalement ce moment passé avec Amel. Je la remercie vraiment. Je trouve ça très très intéressant d'avoir cette place de liberté pour pouvoir s'exprimer et peut-être un petit peu s'ouvrir, chose qu'on ne fait pas forcément en promo ou en télé, ou en tout cas ce qu'on nous demande pas de faire. J'ai bien aimé cette parenthèse. Je la trouve saine, bienveillante, et je crois que je préfère faire ça que d'aller chez le psy. Merci Amel. Bisous. Waouh. Tu vois? Ah waouh! C'est exactement ce que tu disais. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, moi, quand j'ai fait la Dinguerie Room aussi en tant qu'invité, avant que je devienne un intervieweur. C'est incroyable, d'ailleurs. J'ai ce glow-up. Yacine, tu le fais super bien. Ah non, mais j'ai copié tout Amel Chabi. Moi, c'est Amel Chabi, mon idole de l'interview. C'est que tu nous mets à l'aise, on parle très facilement, on se sent très respecté, vraiment. Extrêmement respecté. T'as les informations sur nous, t'as bossé avant. Ce qui arrive jamais, les gens, les journalistes, ça commence un peu à changer, mais ouais, ça change un petit peu. Il y a, il y a 5 ans, 7 ans, il y avait encore des grosses difficultés. Fallait expliquer tout. C'est quoi le stand-up? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Où on va? Et toi, le fait que t'amènes ça en disant vous êtes important, être un peu une geek, mais en plus être une professionnelle de ce métier en même temps, ça fait beaucoup de bien. Donc c'est pour ça que Virginie Hoc... Ouais, ça fait du bien et je pense que je veux absolument bien vous recevoir. De là à mettre du petit parfum, ça sent vachement bon. Qui fait c'est presque pas, c'est des ouf. C'est pathologique, tu vois, mais c'est pas grave. Je vois Thomas, il doit se dire mais elle est le faux celle-là et tout. Mais c'est tellement, ça pue tellement là où on va à chaque fois. Franchement, ouais. Mais ils font pas exprès, tu vois, mais ça pue. Moi, je suis heureuse d'aller dans ces endroits parce qu'au moment où je suis sur scène, je suis très bien. Mais tout le à côté, je me vois encore, il y a quelques jours, entre le cuisinier, dans les cuisines, entre un peu de gras, un peu de... Et c'est tout ça, c'est les odeurs qui reviennent. Et je pense que je vous reçois comme ça parce que je suis un peu toi, je suis un peu Virginie, je suis un peu urbain. T'as envie que que tes collègues... I know, you know. Voilà. We know. On est au courant. Ah, et d'ailleurs, beaucoup de comiques qui font des scènes, qui organisent des scènes, ou qui font des comédie clubs, ou qui organisent des comédie clubs, font très attention à ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, le fait qu'on se sente à l'aise, l'éloge, là où on va s'asseoir. Ouais. Il y a beaucoup de respect sur ça parce que dans beaucoup de clubs, les gens pensent que les humoristes sont des déglingos qui s'amusent et qui viennent juste pour... Et déjà, ils sont hyper contents d'être sur scène, ils le feraient gratuitement. Ce n'est pas le cas. On travaille tous. Donc, tous les autres petits messages... C'est ça. Des petits messages des copains qui ont laissé des mots, tu les auras au fur et à mesure dans l'épisode, tu pourras les écouter, mais ces trois-là étaient quand même intéressants. Et t'es revenu sur les plateaux depuis quelques années maintenant. Oui.
Ouais. Donc là, tu dis que c'est pas si simple. Les coulisses, la galère, etc. Mais c'était difficile pour toi de te dire, tiens, j'ai besoin de me reconfronter à la scène. Il faut savoir que les plateaux de stand-up, les comédie clubs, c'est quand même quelque chose comme du sport. C'est très dur à faire. C'est comme si on reprend la course à pied, on sort, on met le jogging, on y va. Ouais. Et ben là, c'est dur autant que ça. Et il y a peu de bénéfices finalement, parce qu'on c'est pas là où tu vas gagner vraiment ta vie en plateau. C'est pas là où tu vas trouver, si tu veux, le plus de plaisir, mais c'est là où tu vas construire ton identité. Donc, comment ça s'est passé ce chemin pour toi? Écoute, ce chemin a été douloureux parce que tu recommences, heureusement, on a un peu d'expérience, mais tu recommences à zéro. On a fait des formations. On a fait des formations, donc on est digne, tu vois, on arrive et puis tu sens que les plus jeunes te regardent, genre, oh là là, je vais apprendre là. Il y a Amel Chabi qui arrive, elle monte sur scène. Et j'ai envie de leur dire, mais pas du tout, mais pas du tout. Tu perds ton time. C'est moi qui apprends de toi, là. Moi, je suis éclatée au sol, j'ai pas le tempo. En fait, je reviens accorder mon instrument. Puisque ça fait 6 ans que je mets plus un pied sur scène. Donc, j'ai l'instrument, mais il est désaccordé. Ça fait mal aux oreilles. Tu vois, genre, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Tu vois, vraiment. Mais ça me va. Franchement, j'ai pas de chouma, j'allais dire. J'ai pas du tout de honte, de gêne. On pourrait croire. Tu vois, on pourrait croire, justement, quand j'arrive avec mes petits sacs, mes trucs, on se dit, oh là là, celle-là, elle va... pas du tout. Elle se soucie de ce que... Non, franchement, non. M'en fous. Je trouve qu'il y a vraiment ce truc chez toi qui a un peu changé. C'est-à-dire que, parce qu'on était jeunes, moi aussi, tu sais, quand on a commencé le Comedy Club, on était quand même assez jeunes. Très jeunes, on était encore en cours de construction et très sensible au regard des autres. Très sensible au jugement, tu vois. Complètement. Donc, mais je trouve que le travail que tu fais, il est tellement une preuve de ton amour pour le stand-up que c'est pour ça que j'ai voulu te poser cette question-là avec ce que tu disais sur Dinguerie Room. C'est presque aller se fouetter, presque. Tu dis, je pourrais ne pas faire ça. Tu vois, il y en a plein qui font pas ça et qui arrivent avec un spectacle et puis qui le rôdent entièrement. Mais moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Au contraire, ça m'excite. Ça me donne beaucoup d'énergie d'être à côté d'Iliès, de Louis, de tous ces jeunes, en fait. Ça m'intéresse. Qui t'accueillent bien, en plus. Mais ils sont hyper Parce que pour eux, tu représentes une part quand même de l'histoire du stand-up en France. Et quand on est passionné par un sujet, on adore avoir des anecdotes, des informations sur comment c'était avant, comment c'est maintenant, comment tu le perçois toi, quel est ton point de vue à toi. Moi, souvent, les jeunes artistes me demandent mon point de vue, ayant vécu d'autres période sur ce qui se passe en ce moment. Et c'est toujours des discussions enrichissantes. Moi, j'apprends beaucoup d'eux qui sont passionnés. Mais de fou, et c'est un échange. C'est un échange et c'est valorisable. Donc, franchement, moi, je trouve ça vachement courageux de le faire parce que je sais que c'était pas simple de commencer. Et maintenant que t'es dedans. Je te vois tout le temps dans tous les comédie clubs. Et je fais attention, comme je te le dis, même quand je voyage. J'étais à un festival du film à Lille. J'ai cherché le comédie club qui pouvait m'accueillir et en mode en plus habillé, mode tu vois, mode de festival. Festival. Bonjour, je viens juste de finir un festival. Je leur dis non, j'ai un truc, je vais voir quelqu'un, je reviens. Tu testes 5 minutes, tu reviens. Bien sûr. Je m'en fous, tu vois. Et le seul truc que je ne referai plus, c'est d'arrêter aussi longtemps, tu vois. Ouais, je comprends parce que c'est comme perdre, on va dire, comme un sport, c'est perdre le rythme. Puis j'imagine que ça doit pas être simple pour toi de tout faire en même temps, parce que tu as quand même une vie personnelle chargée, tu es maman, tu as une carrière en tant que comédienne, tu es auteur, tu as fait un documentaire, enfin tu fais beaucoup de choses. Donc tout faire rentrer dans le planning, ça doit être difficile. Est-ce que tu arrives à donner, on va dire, une organisation simple à ta vie, ou est-ce que c'est un peu de mois en mois, parce que je sais que tu aimes contrôler quand même ton emploi du temps. Ouais, mais je suis forte en ça, en organisation, en planning. Voilà, c'est mon métier. Question. On a fait des formations, je suis forte en ça, mais j'essaye de placer comme quand je fais 2 heures de danse ou 2 heures de pilates, mais 2 heures dans la semaine de stand-up.
ça bouge pas, c'est là. Ok, d'accord. Tu vois, ok. ça bouge pas. C'est une sorte de discipline. C'est une discipline. C'est vrai que quand tu as parlé de ton vélo tout à l'heure, ce que tu as surtout évoqué, c'était la rapidité avec laquelle tu te rendais d'un rendez-vous à un autre rendez-vous. T'as pas parlé du vent dans les cheveux, t'as pas parlé du fait de te dépenser, c'était l'efficacité en termes de planning. Là. Ouais. Tu vois, la détermination. Waouh. Non mais meuf. Oh punaise. Oh là là. Ce vélo, Yacine, ce vélo, c'est un tu me le délire. vendras pas, j'en ferai pas. Ouais. Allez, moi je te propose, encore une fois comme on parle Mais dis-moi, de toi, je vais faire une expo un chez cadeau moi. spécial de Merci. cadre. C'est parti. Ah là là, 3e cadre, les amis. Je sais exactement où je vais les mettre, en plus, ça va être super. Oh, bah oui, évidemment. Bah oui. Très bonne idée, très très bonne idée. Clémence aux manettes. Mais il y a les 49. Il y a tout le monde. Il y a tout 49. le monde. Alors, c'est un cadre, ok ? Toujours un beau cadre, beau bois avec un, comment on appelle ça, un passe-partout. Et donc, ils ont pris toutes les photos Polaroid, les Polaroid de tous les invités de Dinguerie Room. Comment vous avez fait ? Ils les ont collés et il y a tous les invités sur une seule photo. C'est incroyable. Ouais, c'est un peu c'est émouvant, hein, c'est un c'est peu le mignon, petit hein. souvenir de la fin du bilan. Quel bilan toi t'en gardes de cette émission ? Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça moi en tout cas en tant qu'auditeur, ce que j'ai entendu souvent, c'est ta manière d'être archi douce pour envelopper une forme de douceur et de presque de vulnérabilité chez toi qu'on voit pas sur scène Ouais. dans Dinguerie Room. T'abordes des thèmes avec les copains, les copines, beaucoup plus doux. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ça m'a apporté de la paix concernant le stand-up parce que j'ai pu discuter donc avec des gens que j'aime beaucoup. J'ai invité que des gens que j'aime bien. Certains que je connais vraiment beaucoup, d'autres moins, mais avec qui s'est passé quelque chose dans les loges. 3 mots, quelque chose, un feeling. Une connexion, un truc sympa. Un truc doux, justement, un truc ouais. sympa. C'était suffisant pour moi. Parce que les loges, très important pour les comiques, c'est un endroit où ils Ouais. sont un peu dans un endroit sûr avant d'aller se confronter au public. Voilà. Donc, Il y en a qui parlent à personne, il y en a qui vont peut-être parler beaucoup trop fort ou pour selon. se donner confiance. Voilà, selon, tu vois, il y en a qui vont rire. Clair. Et dans tout ça, il y a une connexion qui va se faire. Et c'est à ce moment-là, à chaque fois, je disais, attends, tu n'aurais pas du temps pour venir parler. Ah ouais, ok, super. Et on se rend compte, finalement, qu'on est tous un peu pareils, quoi qu'il arrive, où qu'on soit au niveau de notre carrière de stand-upper. Et ça, j'adore, moi. J'adore quand on est... J'adore ces loges-là et j'adore quand il y a Gad, moi, Louis et un qui vient de commencer il y a 6 mois et qu'on est pareil. Exact. C'est ça que j'adore, en fait. C'est fou. Hein. C'est pour ça que j'y retourne à chaque fois. Ouais. Je déteste les gens qui se la hiérarchisation, le côté pouvoir. Le truc excluant. Absolument. Ouais, ça, je peux pas me voir ça. C'est un truc qui est très commun à beaucoup d'humoristes, c'est que quand on te ferme des portes, voilà. quand on dit non, tu joues pas dans cet endroit, toi tu joues là, je trouve que ça ne va pas avec le stand-up. Avec le stand-up, je suis tout à fait d'accord. Le stand-up, on joue où on veut, et qu'on soit avec Gad Elmaleh ou comme je te dis, ou celui qui vient de commencer. Il y a 6 mois, on se respecte tous pareil. Parce que la scène est la même pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a les mêmes choses, on a juste 4 mètres carrés de bois, plancher en bois et puis un micro. Donc en fait, t'as pas c'est un terrain commun que t'as pas à attribuer plus à un tel qu'à un autre. Et t'as pas aussi même à dire Rosa, elle parle peut-être plus de sexualité, l'autre non, c'est un gars de France Inter, non, l'autre il est branché, l'autre il est hype, non, l'autre il est ringard, non. En stand-up, non. C'est un peu, ouais, c'est clair. Mais après, comme c'est un métier, c'est un commerce, des fois ça s'éloigne de cet aspect humain, mais c'est un job, donc il y aura tous les problèmes qu'il y a dans tous les autres corps de métier, malheureusement, parce qu'on fait de l'artisanat, hein, nous, on est vraiment... mais tu vois, bizarrement, dès que ça commence peut-être à un peu se la raconter, à essayer de... Et puis peut-être que tout le monde passe par là et tout. Je ne cite personne, hein, mais dès quelqu'un va penser qu'il est arrivé quelque part. Je te jure, tu le retrouves toujours après dans la petite cave, évidemment. la petite cave à l'époque de chez Sifax, parce que
Maintenant, il a un beau lieu, Sifax. C'est super, mais tu retrouves cette personne. Donc, en fait, ce que j'adore dans le stand-up, c'est que t'es jamais arrivé. Non. Et tu n'arriveras jamais, ne crois pas. Non, mais ne crois pas. Tu as des moments de pic, en fait, où tu as effectivement 15 jours à l'européen et c'est génial et tout le monde te séuse parce que t'es le gars du moment. Bien sûr. Mais c'est obligé après que tu retournes dans le petit. Ceux qui nous font plus kiffer, c'est les gars qui sont le gars du moment, mais qui sait que c'est le gars du moment et qui te dit non, mais je sais que je suis le gars du moment, j'adore mais ça, tranquille, tu vois. Tranquille, je profite, je prends le truc que j'ai à prendre, je kiffe un peu et tout, mais tranquille, tu vois. Et je pense à Redouane Bougaraba beaucoup, qui est très humble par rapport à ça. C'est il est génial, très normal, il est très simple. Parce et moi, qu'il a c'est pété à 40, plus de 40 moi, piges, c'est donc le bonheur de le voir. Lui, il me fait kiffer, mais de ouf. Je le vois en train de remplir des salles, mais des chiffres inimaginables, et d'être détendu, tranquille avec tout le monde. C'est lui qui dit bonjour aux autres, c'est lui qui va vers les autres, parce qu'il veut dire, mais souvenez, quand c'était la merde, quand c'était dur. Je vais te dire même, il est tellement intelligent qu'il anticipe même la petite salle qui va arriver dans 3-4 ans et tout. Voilà, mais parce que c'est normal. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu peux pas remplir des zéniths pendant... Pendant 15 ans. Gad a refait des petits clubs, Jamel a refait des petits passages. Tu sais, quand il était au Comedy Club avec nous, qui venait tester des trucs, c'était super émouvant parce que il y avait une période où en fait Jamel retestait du matériel pour l'émission, et il y avait vraiment un moment donné où on testait du matériel tous ensemble, du matériel donc des blagues, on testait tous des petits morceaux de blagues tous ensemble au Comedy Club, et c'était chacun son tour et on était pareil que Jamel. Et lui était content parce qu'on avait quelque chose en commun à partager de ça a marché ton truc. Toi, et toi, moi mon truc, ah bah ouais c'était bien, mais je vais le retravailler. Et c'était trop bien, c'était notre boss, c'était le patron, et en même temps, boum, on se retrouvait collègues. Incroyable. Voilà, et puis il y a même des envies qui changent. Tu peux même peut-être pas forcément remplir des zéniths pendant longtemps, mais des fois même tu peux les remplir, et puis t'as peut-être plus envie aussi. Tu Absolument. vois, ça bouge tellement le stand-up. Moi, j'en ai marre de remplir des zéniths. Oui, tu veux que je te dise, j'en ai marre. Tout ce qui est les zéniths, le Stade de France, ça me gonfle. Moi, j'aime bien les petits clubs. Les petits sandwichs. T'aimes bien. Mais je taquine. C'était pour la vanne. Non, mais je pense que tu n'aimes pas les zéniths. Non, j'aime pas les zéniths. Vraiment, on en a fait beaucoup. On en a fait. On en a fait énormément. Les gens sont très loin, il y a un aspect, c'est flippant en fait. Moi, je trouve que c'est effrayant. Bien sûr, les belles grandes salles, c'est magnifique, le côté théâtre, mais Zénith, c'est un peu... C'est particulier, flippant. On aime ou on n'aime pas. Mais ce que je veux dire, en tout cas, pour en revenir au stand-up, vraiment, il faut comprendre ça, que c'est un beau métier, c'est notre métier. Et c'est un métier d'humilité, et il faut essayer de tenir ce truc-là, tu vois, et surtout pas d'être excluant. Si quelqu'un a un club, laisse les gens venir jouer, quoi, tu vois, mais celui qui a faim, qui veut jouer, qui commence depuis 6 mois, laisse-le jouer, et parce que peut-être ça, il va être fort, mais faut le laisser jouer. Tu peux pas prendre que des gens qui ont la hype du moment, et puis c'est chum en fait, parce que le stand-up c'est justement un line-up où il y a un peu de tout. Exactement. Voilà. Mais parce que j'entends beaucoup les jeunes qui se font refouler de là. C'est un peu le processus, tu vois, mais je pense que ça peut s'équilibrer un peu mieux. Un peu mieux, un peu mieux. Et pas de les haggars, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Les mettre à l'amende. Les mettre à l'amende. Et le verlan, d'ailleurs, on va parler de ça, parce que j'ai parlé de ça avec Clémence. Ouais. Les gens te font des reproches sur le verlan, mais on place ici que le verlan, c'est pas du tout un truc de noir et d'arabe, c'est très franco-français, c'est les voyous parisiens qui parlaient ce code-là, c'est-à-dire inverser les syllabes des mots et utiliser ça en code pour pas être entendu et compris de la police, comme le louchébem, qui était le langage des bouchers de l'époque, comme le javanais, qui était le langage beaucoup des gitans et des Français on va dire, populaires. Voilà, tu vois. Donc c'était un moyen de pas se faire comprendre. Donc je trouve que c'est un hommage à la langue française et au patrimoine de Paris que de parler un peu verlan et de faire connaître ce patois local. Ouais. Et je pense que les gens qui s'en indignent s'indignent face à la France. Comment il a retourné. Mais j'adore. Moi, j'adore parler verlan. Bah, évidemment. Si tu m'as toujours entendu parler verlan, je trouve ça rigolo. C'est rigolo. Et puis... Et c'est pas simple. Ça sonne. Ça sonne, et je trouve que j'ai un verlan soutenu. Absolument. T'as un verlan presque bourgeois. Oui. Et il y a des verlans de partout. Hein. Ouais.
Mais alors, attends. Une fois, on avait rigolé Et avec pas Dedo parce qu'on honte. n'était pas d'accord sur le verlan. Ah oui. Tu sais, on peut ne pas être d'accord, puisque comme c'est un code, Oui. comme c'est un mot qui change, ouais. qui s'étire, qui s'inverse. Genre, je peux app ou je peux apps. Voilà, il y a des gens qui disent les deux. Mais un jour, tu avais dit, et Ouais. on se l'est souvent dit avec Mhm. Dedo, on avait été manger à côté de la prod de Jamel, Ouais. et on était parti acheter du japonais. Et tu avais dit, le ir, Le ir, ouais. Ça, c'est... il est ombe. Ouais. Là, Et avec c'est... Dedo, on avait mis notre veto. Stop. Là, on avait dit, là, par Stop. contre, là, c'est... Non, mais tu sais, c'est comme, Mais je sais je pas. pense qu'ils n'ont pas compris. Le ir, il est ombre. Vous avez compris? Le Mais ir, non, il est- Personne le comprend. riz, il est bon. Le Le riz, il est ir. bon. Sauf que Dedo et moi, on n'était pas d'accord que On a c'était dit du stop. verlan. On était là, Amel, est-ce que tu es sûr? Tu es sûr de toi? Oui. Tu es sûr de ton Il y a verlan? Et on a fait, voilà, Tu on te a eu rends un compte, le débat. ir Le ir. C'est beau quand même, Ouais. tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un mot sur lequel on va dire non, on n'est pas Ouais. sûr. Ouais. Toi, d'où tu le tiens? Moi, je Et le tiens c'est de la le rue ir, Saint-Denis. vous n'êtes pas d'accord, parce qu'il est ombe. Ombe, j'ai Ombe. jamais dit ombe. Ni Très, le très ir, ombe, ni non. ombe. D'accord. Parce que c'est comme whack. Whack, j'ai jamais dit ça, moi. Ouais. Tu vois, il y a des gens C'est qui whack. disent whack. Je dis wack. c'est Voilà, wack. et ben ça pour moi, c'est les années 20, quoi. C'est 20, vraiment. oui, oui, oui. On est en Ouais, mode, je sais pas, tu sais, je sais pas, French Cancan. Enfin, c'est. Ouais, ouais. Tu vois? Mais c'est beau. Whack, à qui donc que tu causes? C'est vraiment trop à Mais l'ancienne. tu sais, Yacine, j'ai vraiment... je parle couramment verlan. J'en suis certain. Et je me force des fois à ne pas parler verlan, mais... Et il y a une personne avec qui je parle verlan où je peux me lâcher parce qu'elle parle pareil. Ouais. Ça fait du bien, tu vois. C'est Parce qui que cette personne? elle s'appelle Laïla, Lilou. Elle le parle, mais elle met tous les mots, Parce que mais vous tu venez du comprends même rien. coin? On est nés pareil, ouais, à 2 rues. Et tu es à côté, tu ne comprends rien de ce qu'on dit. Tu dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est beaucoup de plaisir. Ouais. Pour terminer, Oui. je propose qu'on écoute quand même un message important parce que c'était une personne importante qu'on connaît tous les deux, Mhm. que tu as reçu ici à Dinguerie Room. Et on va passer le petit message du livre d'or D'accord. que cette personne a fait. Salut, c'est Wahid pour Dinguerie Room. Un petit message pour Amel Chabi. Je comprends aujourd'hui pourquoi tout le monde est amoureux de toi, pourquoi tout le monde te kiffe. Merci pour ce passage chez toi. J'ai passé un super moment. C'était plein de détente, plein d'amour, plein de bienveillance. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait dans ta vie pour moi et pour les autres. Merci beaucoup et merci à Angel Productions. Bisous, bisous. Ciao, Angel. ciao. Engueule. Waouh. C'était peu de temps avant qu'il nous quitte. Mhm. Et c'est ce message ressemble beaucoup à Wahid, quoi. C'est-à-dire très gentil, il essaye d'être cool, quoi. En train de dire, écoutez, je redis bonjour à la production, je te remercie, tellement d'amour. Non, mais qui a remercié la production dans les... Personne. Ouais, tu vois. Il retient trop tout. cool. C'est incroyable. Ouais, non, c'est incroyable. Écoute, ça fait bizarre d'écouter sa voix, là. Ça fait très bizarre, mais et je sens un sourire dans sa voix. Donc moi, tout à l'heure, je l'ai entendu une première fois avant de te le passer. Et je me suis dit, oui, ça va, je crois qu'on peut le faire. On peut passer ce message-là. Parce que c'est important quand même de dire, c'est quand même quelqu'un avec qui on a passé beaucoup de temps dans le Comedy Club. Et ça nous a énormément touchés parce que finalement, on a des tas de collègues / amis / connaissances parfois, puis des fois on se perd de vue. Wahid, je sais que moi ça faisait un moment que je l'avais pas vu, mais on a passé des moments tous collés les uns aux autres pendant plusieurs années au Comedy Club, dont il a témoigné dans Dinguerie Room. Et son décès, paix à son âme, nous a beaucoup touchés tous, quoi. On a pu voir sur Internet des vagues d'amour et tout ça, mais c'est quand même cool. On a pu avoir une des dernières, on va dire, un des derniers moments où il racontait un peu où il en était, grâce à toi, et dans un cadre de camarade, dans un cadre safe, dans un cadre doux. Oui, et puis et à chaque fois, on a voulu prendre rendez-vous pour ce Dinguerie Room, et puis il était occupé, et puis ça s'est fait un peu naturellement, je pense, parce qu'il allait mieux, parce qu'il avait des petits soucis de santé, donc il allait mieux, et c'est fou parce que tout allait bien, en fait. Tout allait mieux. Et c'est à ce moment-là qu'il part, et c'est assez déroutant. Et non, mais ça me fait plaisir d'entendre sa voix. Voilà, au moins sa voix sera elle est là, la voix. Voilà, la voix sera dans C'est là le respect. Tu vois ce que je veux dire? C'est en faisant le podcast, en accueillant bien les gens, en ayant des traces, en laissant un héritage et bien fait, comme un beau livre, un beau... Tu vois,
le respect de notre profession et je suis heureuse qu'il y ait ça, qu'il y ait cette trace en tout cas de Wahid. Et j'embrasse son épouse d'ailleurs, son épouse qui est incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Il était très très bien entouré, en tout cas avant de partir, il était très heureux. Voilà. Mais c'est très dur à faire de mettre du respect, de mettre l'ambiance que tu as réussi à mettre. Donc vraiment, tu peux être fier de toi. Ce que tu as fait est vraiment énorme, Amel. Je le dis au nom de tous ceux qui sont passés ici, je pense, parce que tout le monde a laissé des mots hyper gentils. C'est très dur de faire ce que tu as fait et tu l'as fait parfaitement bien. Dernière question. Ouais. C'est quoi ta dinguerie du futur ? C'est la question rituelle. Alors, ma dinguerie du futur, j'en ai plusieurs. Hein. Allez, attention. C'est quoi tes dingueries du futur ? Alors, déjà, est-ce qu'il y a Mia Fry dedans ou pas ? Je continue, moi, à prendre des cours de danse. Tu sais, les moments comme Wahid, les moments douloureux comme ça, moi, ça m'a mise à terre, tu vois, quand j'y croyais tellement pas. Et derrière, tu te dis, OK. Et c'est comme une espèce de rappel, tu vois. Tu dis, waouh. OK, la vie est courte, parce que pour moi, tu te dis, mais jamais. Non, c'était... Tu dis jamais. Bien sûr. Alors qu'il avait des problèmes de santé, tu dis, mais non, jamais. C'est une force de la nature. Pourquoi ? À quel moment ? Jamais. Et en fait, tu te dis, c'est un peu bateau, mais faut vraiment cocher ces dingueries du futur sans se poser trop de questions, mais pour tout le monde, pour tous les corps de métier. Rappel, absolument. Tu vois, c'est un rappel, ça va vite. On va le rejoindre dans pas longtemps, Wahid. T'inquiète, Wahid, on arrive. Ah ouais, on arrive, mais d'ici là, cochons nos dingueries du futur. Écoute, moi j'ai une pièce de théâtre là, j'ai un projet de livre, de film. J'ai des trucs très, très excitants qui vont arriver. Et on en parlait, on a pris un verre il n'y a pas longtemps, Yacine, tous les deux. Ma dinguerie du futur va se réorganiser avec beaucoup plus de lâcher-prise et aussi savoir dire non à des trucs qui ne conviennent pas. Tu vois, je vais prendre le temps de faire des trucs dont je suis fière qui vont rester. Oui, ça c'est magnifique. Tu vois ? Absolument. Et il y aura plus d'empreintes de toi, de ton âme à toi, de qui tu es vraiment. Mais c'est vrai que je suis plus dans l'urgence d'être absolument présente, d'être présente à mort. T'as envie de pousser dans les quelque chose de qualité, et même d'être fière. Maintenant, tous les films que je dis beaucoup non pour des séries ou des films qui sont plus trop qui me parlent moins, je vais dire, tu vois. Mais je comprends. Je veux être vraiment fière de ce que je fais. Donc je choisis et du sens. Et t'en as donné avec Cameroun, donc merci beaucoup. Merci Yacine. Merci Amel Chabi. Ah ! Quoi ? Attendez, vous croyez on va se dire au revoir comme ça ? Vous croyez on laisse les émissions aux gens comme ça, là, ils arrivent. Mais moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Il y a une double surprise. Parce que, figurez-vous, cher auditeur, que la première Dinguerie Room, donc elle a été avec Yacine Bellouz, et à l'époque, nous n'avions pas encore eu l'idée de faire des cadeaux de cadres, etc. Tu n'avais pas eu de cadre ? Non, moi, j'avais eu un cadeau, j'avais eu un Transformers. J'étais trop heureux. Il est chez moi. Mais t'avais pas eu un cadre qui signifiait quelque chose de deep et tout, tu vois ? Non, j'avais pas eu ça. Eh ben... J'ai un cadre, oh là là ! Faut pas déconner. Et je sais où tu vas le mettre, c'est tellement technique. Ils se prennent la tête. C'est même pas le même papier cadeau. Tu sais, il y a la volonté de dire chaque personne est unique. Le respect. Bonjour Madame Rose. Je vais te le dire souvent. Attention, qu'est-ce que j'ai ? Oh là là, c'est magnifique. Tu sais qui c'est ? Bah évidemment. Oui. Là devant moi, j'ai un cadre avec 4 énergumènes qui portent leur pull un peu sur la tête de manière ridicule. Pourquoi ils le font ? Car ce sont des humoristes. Quels humoristes ? Les personnes qui ont donné leur lettre de noblesse au surréalisme anglais et à ce qu'on appelle, on va dire, le silliness, ce sont les Monty Python, mesdames et messieurs. Monty Python, que si vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, renseignez-vous sur ce parcours-là. Au-delà du type de blague que vous pourrez voir, il y a tout un parti, je dirais, politique qui est représenté par ces étudiants anglais qui sont là pour
donner un vent de liberté à l'Angleterre des années 60 qui était extrêmement rigide. Et c'est cette liberté-là dont Amel a parlé juste avant. Oui. Cette liberté-là qu'on cherche nous dans le stand-up. Mais tout stand-upper devrait regarder Monty Python, qu'il aime ou qu'il aime pas, il devrait s'y intéresser. Absolument. Parce que ça fait partie un peu de... C'est comme le Chappelle Show, c'est comme ces événements un peu marquants de la comédie qui sont à la fois sociales et en même temps puissants. Et j'ai remarqué aussi que tu étais beaucoup plus militante ces dernières années, comme par exemple avec le documentaire que tu avais fait. On n'en a pas parlé, mais sache que c'est un super documentaire. Je conseille aux gens de le regarder. Pourquoi nous déteste-t-il Pourquoi nous déteste-t-il? Où tu étais trop touchante dedans. C'était hyper cool, pas du tout lourd, très léger, très drôle, très toi, mais en même temps qui dit des choses. Donc Monty Python, faut foncer. Et tu sais ce que ça représente, cette photo, le fait qu'ils aient leur pull sur... Non, je sais pas pourquoi ils ont leur pull mal mis sur eux comme ça. Ils ont dit comment, en fait, c'était... l'idée, c'était comment échapper aux paparazzi. Comment se cacher des paparazzi. Comment se cacher des paparazzi. Voilà, c'est ça. Ils sont beaucoup plus remarqués avec leur dégaine chelou que s'ils n'avaient pas de dégaine chelou. Là, on a envie de les prendre en photo plus. Mais ces gens-là étaient des étudiants et surtout Eddie Izzard, Eddie/Suzy Izzard, qui est une personne très importante pour moi. C'est une stand-upeuse. Très fan des Monty Python, qui a commencé parce qu'elle aimait les Monty, ambiance genre c'est ses super-héros, quoi. Et ben moi, c'était mon idole à moi. Donc cette meuf-là était vraiment mon idole personnelle. Donc si tu veux, il y a un lien. Oui. Et là, on a la chance de la voir comme toi d'ailleurs dans notre film. On a fait un film avec des chaussettes. Quand on a la chance de travailler avec elle, quoi. Donc voilà. Elle a accepté. Elle a dit oui. Voilà, je te propose un oui, alors qu'on l'attendait en bas là. Ouais. Et c'est la seule personne qui a manipulé son personnage. C'est-à-dire qu'elle a été avec nous dans le décor où il faut mettre la marionnette parce qu'on a fait un film avec des chaussettes, donc c'est des marionnettes, c'est un truc un peu marrant, avec des décors en carton-pâte, c'est vraiment absurde, quoi. Et la plupart des autres comédiens prêtent seulement leur voix. Et ensuite, s'en vont, ils font leur vie, ils rentrent chez eux, quoi. Ça dure 2 heures d'enregistrement et ciao, comme t'as fait Amel, t'as fait Mona Lisa, qui est super. Mais merci pour avec plaisir. Qui va me donner le rôle de Mona Lisa? Mona Lisa, c'est la classe quand même. Qui te donne ce rôle-là? Franchement. La Joconde, quoi. C'est parce que pour nous, t'es notre Joconde. Avec Ededo, on a dit non. Amel, non, c'est sûr. C'est énorme. Non, mais merci. Stylé de ouf. Énorme. Et Eddie Suzy, puisque c'est une personne trans, c'est pour ça qu'on dit Eddie ou Suzy, où les deux prénoms fonctionnent, elle est OK avec les deux, a voulu manipuler. C'était sa demande. Je veux comprendre ce que vous faites avec vos marionnettes. Je veux savoir ce quoi. Je vais aller au bout du truc. Et c'est trop bien. Et les gars que vous nous écoutez, les stand-uppers, les jeunes, le film là, il y a le film qui sort sur Canal+, c'est incroyable. Ils ont commencé, on était dans les bus de tournée à parler des chaussettes. Personne les calculait. Ils disaient, vous voulez pas produire? Oh non. Personne les calculait. Je te jure, frère. Il a fallu que je fasse ma prod à moi. Il a fait sa prod à lui. C'est en film. Comme quoi, lâche pas ton idée. Va au bout. Franchement, go. Voilà. C'est un mot de la fin stylé, ça. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. C'était Yacine Bellous et Amel Chabi. Coucou, c'est Tania Dutel. J'ai adoré Dinguerie Room avec Amel. Merci Amel de m'avoir reçu et merci surtout pour le cadeau, le petit cadre Dirty Dancing. Du coup, je vais tout le temps penser à toi parce qu'évidemment que je vais l'afficher chez moi. Merci. Voilà, écoutez... C'est Tariq pour le livre d'or de la Dinguerie Room. J'ai passé un moment vraiment très sympa. Un moment où j'ai pu parler, m'exprimer, me livrer avec Amel qui m'a mis à l'aise, franchement. Et merci pour ce beau cadeau, cette belle photo de Thierry Ardisson. Et franchement, merci. Voilà, c'était un moment agréable. Et... au lieu de dire Magnéto Serge, je veux dire Magnéto ML. Merci. C'est pour le livre d'or de Dinguerie Room. Ici Reda Saoui. Merci, je vous embrasse. Comme on dit au Québec, lâchez pas la patate parce qu'on aime ça. Et puis, merci pour le cadeau, merci pour tout. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye. Cher Amel, merci de m'avoir écouté. Ah merde, mon stylo marche pas. Excusez-moi, vous auriez un bic, s'il vous plaît? Voilà. Merci de m'avoir écouté avec attention, avec amour, avec bienveillance, avec tes yeux, avec tes oreilles. Je t'embrasse très fort. Ellie, c'est Moon. Eh ben écoutez,
énorme conversation avec Amel Chabi. Vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir d'être invité. C'est une des personnes que je regardais quand j'étais petit, quand je voulais faire du stand-up. Et aujourd'hui, elle m'invite à Dinguerie Room. Peut-être l'accomplissement d'une carrière, je sais pas, mais je m'en doute. C'est R. Jonathan Lambert dans la Dinguerie Room. Puisque c'est un livre d'or audio, eh bien je vais laisser ces quelques mots, mais qui sont beaucoup plus audio, qui sont plus des borborigmes pour vous dire ce que j'ai ressenti. Donc ça a commencé par et puis ensuite ça a été puis il y a eu aussi du oh, eh oui, parce qu'il y a eu de la surprise. Et pour finir, ça a été un pour dire merci. Eh bien, c'est Haroun pour Dinguerie Room et je viens de passer 1 heure à palabrer avec Amel Chabi. On a parlé de choses et d'autres et on a balayé plein de sujets sous l'œil bienveillant d'un Coluche en feu. C'était Tani chez Dinguerie Room. J'ai passé un très bon moment, franchement. Merci Amel pour l'invitation, merci à toute l'équipe. J'étais très contente d'être là. Si ça vous a plu, ce que j'ai raconté, j'ai mon spectacle tous les vendredis à 19h30 à la Nouvelle Scène. Et en tout cas, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite d'être joyeux, d'être libre et love sur vous. Et à bientôt. Alors, c'est Pierre Thévenoud dans Dinguerie Room avec Amel Chabi. Et donc là, c'est l'heure du livre d'or. Et donc, elles m'ont abandonné dans le studio. Et je suis tout seul dans une cave. Donc c'est bizarre. Mais c'était vraiment très cool. Très bon podcast. Une personne cool. Un podcast cool. Je reviendrai. Si elle m'invite. À bientôt. Eh bien, écoutez, on est dans l'instant débrief de ce moment avec Amel, qui était un très bon moment. Je suis maintenant seul dans le studio avec Johan, qui gère le son. Amel est parti pour ne pas savoir ce qu'il s'est dit. J'ai son iPad devant moi, d'ailleurs, je pourrais checker toutes ses blagues. Mais c'était un super moment, je n'ai pas vu le temps passer, ce qui est toujours un bon signe. Et si jamais cette petite bande audio doit servir de teaser pour ce qu'on s'est dit, n'oubliez pas que tout ce qui a été dit, c'est n'importe quoi. Chacun fait comme il veut. Bonne fin de journée. Et encore merci Amel pour cette invitation. Putain, merde, j'ai loupé à la fin. Eh bien, c'était Alex Vizorek pour la Dinguerie Room. Et comme j'écris dans les livres d'or en général, je mets pour le lieu où je suis. Merci pour votre accueil. Et ici, je mettrai plutôt merci pour votre écoute. Et je signe toujours amitié belge. Parce que je crois que c'est encore plus sympa quand on est belge. Ça donne un peu il y a ce côté décalé des Belges, il y a ce côté surréaliste des Belges qui s'ajoute par cet adjectif. Donc, amitié belge, virgule. Et là, je signe Alex Vizorek et je mets l'année. Parce que je trouve ça toujours rigolo quand on revient dans des livres d'or, qu'on voit quelle année les gens sont passés. Donc voilà, 2022. Eh bien voilà, fin d'un petit podcast dans cette Dinguerie Room. C'était super agréable avec Amel de parler à bâton rompu. C'est aussi des choses qu'on fait pas souvent et d'être dans cette conversation tous les deux à bâton rompu sur nos métiers respectifs parce que elle est sur scène et moi souvent je suis en face. Donc c'était un grand plaisir de partage, voilà, avec confiance et sincérité, je dirais. Donc grand merci à la Dinguerie et elle était super pas dingue cette Dinguerie, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est Walidia pour Dinguerie Room. J'ai passé un très bon moment, j'ai eu des cadeaux, j'ai eu des bonnes questions. J'ai eu des verres d'eau, j'ai eu du café. Voilà, c'est comme ça qu'on est reçu chez des amis, alors qu'Amel, on a fait connaissance en même temps sur ce podcast. Continuez comme ça, tant qu'il y a de l'électricité. C'est magnifique. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.